Les pilotes ne sont pas autorisés à prendre des repas identiques lorsqu'ils travaillent. Imagine que tu es sur un vol transocéanique, l'avion survole l'océan Pacifique. Les hôtesses de l'air distribuent les repas du soir. Tout le monde se régale avec les pâtes. Mais la sauce a un goût un peu bizarre. C'est probablement normal. Après tout, on mange un repas d'avion. Cela ne peut pas avoir le goût d'une assiette de resto étoilée, n'est-ce pas? Le temps passe. Oh non! Tu avais raison. Il y avait effectivement un problème avec la nourriture. Mais si tous les passagers ont le même souci, les pilotes aussi. Pour éviter qu'ils ne soient tous les deux malades, on conseille donc aux pilotes de ne pas prendre le même repas au même moment. Ainsi, si un pilote se sent mal, l'autre peut prendre le relais. Il ne s'agit pas d'une règle impérative énoncée par les instances officielles d'aviation, mais la plupart des compagnies aériennes établissent leurs propres règles en la matière. C'est logique. Les agents de bord ont accès à des équipements cachés tels qu'un défibrillateur, de l'oxygène supplémentaire, un extincteur et du ruban adhésif. Mais l'équipement le plus intéressant qu'ils possèdent, ce sont sans aucun doute les menottes. Ces objets sont là pour protéger les passagers des autres et parfois d'eux-mêmes. En fait, les membres du personnel navigant ont tout ce qu'il faut pour neutraliser un éventuel fauteur de troubles. Les lunettes de soleil Aviator ont l'air cool sur les pilotes dans les films. Mais dans la vraie vie, ils ne portent pas de lunettes polarisées. Tout d'abord, elles ont un effet anti-éblouissement. Cela peut causer quelques problèmes dans le cockpit. Un pilote doit pouvoir lire les instruments, mais les équipements du cockpit, comme les écrans LCD, émettent une lumière polarisée. Un pilote portant ces lunettes ne pourra donc pas lire les écrans avec une efficacité de 100%. Pour des raisons de sécurité, les pilotes ne doivent donc pas porter de lunettes de soleil. Imaginons un reflet éblouissant provenant du pare-brise d'un autre avion, mais que le pilote ait manqué le signe à cause de ses lunettes teintées. Ouch! Tu as déjà remarqué un trou dans la queue d'un avion? Eh bien, la plupart des avions commerciaux en ont un. La prochaine fois que tu monteras dans un avion, regarde de plus près. Le trou a un nom fantaisiste, le groupe auxiliaire de puissance. De l'extérieur, il ressemble à un trou, mais il s'agit en fait d'un moteur à turbine caché. La plupart du temps, l'APU reste éteint pendant tout le vol. Il commence à fonctionner lorsque l'avion atterrit. Il alimente les lumières de la cabine, l'air conditionné et tout l'électronique du cockpit. Mais ne sous-estime pas la performance de l'APU. Il peut également fournir la puissance nécessaire au démarrage des moteurs principaux. Tu viens de regarder une vidéo de Sympa et tu as appris ce que signifie l'APU, une manière parfaite de démarrer une conversation en soirée. Malheureusement, tu n'es pas d'humeur bavarde. Tu veux juste prendre l'avion, atterrir et commencer tes vacances. Mais pas de bol, il n'y a qu'une seule porte pour embarquer. Et tu es en queue de peloton. Pourquoi les avions n'ont-ils pas systématiquement plusieurs portes? Selon les spécialistes, le principal problème est que la passerelle prend beaucoup de place. Lorsqu'un avion est chargé par l'avant et par l'arrière, il occupe 2 passerelles. Ce qui n'est pas idéal pour les exploitants. Les aéroports récemment rénovés ou construits ont cependant tendance à avoir un double embarquement par rapport aux anciens terminaux. Changement de décor. Sautons dans un bateau de croisière. Il y a des passages cachés et des portes secrètes dans ces bateaux. Ce sont des secrets d'initiés. Le personnel du navire travaille le plus souvent dans sa zone réservée. Comment un employé peut-il se rendre d'un endroit à un autre sans utiliser les escaliers et les portes utilisées par les passagers? Eh bien, il existe un réseau de couloirs et d'escaliers tout autour du navire utilisé uniquement par l'équipage. Je suis sérieux quand je parle de portes secrètes. Elles se confondent avec les murs. Elles passent donc inaperçues pour ceux qui ne savent pas où se trouve la porte. Peut-être que tu peux tomber dessus par accident. Voici un indice. Fais attention aux murs près des escaliers des clients. Elles sont dans le coin. Dis-toi que ces gigantesques bateaux de croisière sont en fait des objets métalliques flottants. Ceci me conduit à une anecdote amusante sur les cabines de croisière. Les parois de la cabine du bateau de croisière sont magnétiques. Imaginons que tu fasses une croisière d'1 mois à travers plusieurs pays. Tu collectionnes des aimants sur le thème de la destination et tu décores ta cabine. Les vrais amateurs de croisière connaissent cette magie des aimants. Ils placent donc quelques crochets magnétiques dans leur bagage. Astuce, utilise aussi les crochets magnétiques pour ajouter des rangements supplémentaires dans ta cabine. Accroche des vêtements et des accessoires, des cartes postales ou des chapeaux, ce que tu veux. Parlons encore de navires. Pourquoi certains vaisseaux et bateaux ont-ils des petits trous qui laissent échapper l'eau en permanence pour garder la cale exempte d'eau? L'eau s'accumule au fil du temps dans la cale et la pompe de la cale l'évacue automatiquement. Les bateaux n'ont pas de phare. L'utilisation d'un phare pourrait pourtant empêcher les accidents, non? S'il fonctionne pour les voitures, pourquoi pas pour les navires? Les phares sont la source de lumière, mais la lumière qui en sort rebondit sur la source lumineuse à un moment donné. Avec les voitures par exemple, les phares fonctionnent parce que la zone à éclairer est étroite et que l'on peut facilement intervenir si l'on voit un obstacle sur la route. Pour les bateaux, c'est extrêmement compliqué.
La source lumineuse doit être suffisamment puissante pour éclairer la zone que le capitaine souhaite surveiller. Les gros cargos, par exemple, ont besoin de plus d'1 kilomètre pour s'arrêter ou prendre des décisions. De plus, il faut imaginer à quel point la lumière du navire doit être plus intense pour éclairer toute la zone située devant lui. Les navires se repèrent à l'aide de différentes sortes de feux appelés feux de navigation. Ils sont petits mais pratiques. Ils sont disposés de manière standardisée pour que les bateaux puissent se repérer les uns les autres. Ce qui est fascinant, c'est qu'ils ne servent pas seulement à se repérer dans l'obscurité. Ils indiquent aussi les mouvements et les directions des autres navires. Voici un exemple. Imagine un bateau équipé de 2 feux de navigation. Celui de l'avant est plus bas, près du plancher du navire. L'autre, à l'arrière, est en hauteur. Ce qui signifie que le bâtiment va vers la droite. Il peut passer en toute sécurité à côté des autres sans les heurter. Les trains n'ont pas de ceinture de sécurité. Un peu bizarre, non? Chaque fois qu'il y a un accident lié au train, cette question revient sur le tapis. Presque partout dans le monde, on ne trouve pas de ceinture de sécurité dans les trains. Plusieurs études ont été réalisées sur ce sujet. Certaines d'entre elles ont créé des simulations d'accidents. Et les résultats ont été surprenants. L'utilisation de la ceinture de sécurité dans un train pourrait en fait potentiellement augmenter le nombre de blessures. Dans les voitures, les ceintures de sécurité sont très efficaces pour protéger le passager et sont systématiquement utilisées. La logique qui sous-tend la ceinture de sécurité est de protéger la personne lorsqu'une collision entraîne une décélération rapide. Mais les trains ont un tel élan qu'ils ne s'arrêtent pas immédiatement. Dans un avion, les passagers utilisent une ceinture de sécurité au décollage, à l'atterrissage et en cas de turbulence. Ce n'est pas le cas pour les trains. Entrer et sortir d'une gare ne présentent pas un risque élevé. Les experts estiment que la concentration du conducteur et des entretiens réguliers constituent les meilleurs moyens pour renforcer la sécurité ferroviaire. À présent donc, tu voyages en train, tu regardes par la fenêtre. Il y a de petites pierres le long des voies ferrées pour t'accompagner dans ton voyage. Ces pierres sont officiellement appelées ballasts de voies ferrées. Elles remplissent une fonction très importante. Elles soutiennent et entretiennent la voie. Mais elles ne sont pas là par simple coïncidence. Maintenant, regarde les pierres de plus près. Tu peux remarquer qu'il n'y en a pas une bien taillée sur les voies. Ce ne sont pas des pierres ordinaires disposées de manière aléatoire sur les rails. Chaque rocher présente des arêtes vives et abruptes. Ces arêtes s'accrochent les unes aux autres. Elles protègent le chemin de fer contre les chocs violents. Elles facilitent l'écoulement de l'eau en cas de forte pluie et empêchent l'herbe et les autres mauvaises herbes de pousser. Maintenant, imaginons qu'on les remplace par des cailloux ronds. Ils vont glisser vers le bas. Finalement, le ballast s'écroulera et les voies s'effondreront. C'est bien la dernière chose que l'on souhaite, surtout si l'on est un passager de ce train, pas vrai? Les ceintures de sécurité des sièges passagers comportent une boucle en tissu. Quand elle est soumise à une forte pression, la boucle se resserre et l'excédent de tissu peut amortir les passagers. Ces quelques centimètres supplémentaires peuvent faire une grande différence en cas d'accident. Mais c'est différent du côté du conducteur. Comme ce dernier est proche du volant, il est plus sûr pour lui de ne pas avoir cette boucle. Les ceintures de sécurité ont été inventées au milieu du 19e siècle, mais elles n'ont réellement commencé à être utilisées qu'à partir des années 1960. Les capteurs de pré-collision ont fait passer les dispositifs de sécurité à un niveau supérieur. En prédisant efficacement la collision d'une voiture, cette technologie ordonne aux ceintures de se resserrer automatiquement, d'ouvrir les airbags et de prédéclencher les freins afin de réduire le choc. Chaque année, 6 millions d'accidents de voitures se produisent aux États-Unis. C'est pourquoi on doit continuer à développer les dispositifs de sécurité, non seulement pour atténuer les accidents, mais aussi pour protéger plus efficacement les passagers. Les matériaux composant la carrosserie n'ont commencé à être remplacés que durant ces 25 dernières années, passant des alliages d'aluminium et de magnésium à des composites en fibre de carbone. Ces matériaux plus légers permettent non seulement une économie de carburant, mais ils garantissent également que la carrosserie offre une zone de déformation. Quand une voiture heurte un objet, cette zone absorbe l'énergie de l'impact. Mais si cela semble causer plus de dommages à la voiture, cela protège en fait mieux les passagers. Les pare-chocs sont très largement sous-estimés. Et depuis le temps qu'on les utilise, on aurait du mal à imaginer s'en passer. Les pare-chocs ont été inventés à la fin des années 1800. Ils ont tellement évolué qu'on ne se rend plus compte que nous en avons. Mais ils sont bien là, cachés sous les revêtements extérieurs, constitués de mousse ou de plastique compressible entourant une barre renforcée. Toutes les vitres de ta voiture sont en verre, mais le pare-brise est conçu de manière à être incassable. Il est feuilleté, de sorte que quel que soit le choc, aucun éclat de verre ne soit projeté sur les sièges avant.
Le verre normal était utilisé jusque dans les années 1950. Au fur et à mesure que les véhicules ont évolué, des modifications y ont été apportées pour assurer plus de sécurité. Les airbags semblent maintenant avoir toujours existé. En fait, ils ont été inventés en 1968 et étaient en avance sur leur temps. Ils ont ensuite lentement gagné en popularité et ils sont finalement devenus obligatoires sur toutes les voitures à partir de 1998. Ils ont aussi évolué et ne se limitent plus à un simple airbag dans le volant. Aujourd'hui, on peut en trouver partout dans la voiture afin d'assurer la sécurité de tous les passagers. Des capteurs de collision, reliés à un ordinateur de bord, détectent le moment où un choc se produit et déclenchent les sacs, qui se gonflent en quelques millisecondes. Il peut être difficile d'anticiper la météo et l'état des routes. À la fin des années 1960, le système anti-patinage ABS a été mis en place sur les voitures. Avant, il était utilisé sur de nombreux avions dont la conception remontait jusqu'à 1908. Il s'est rapidement montré nécessaire sur tous les véhicules, garantissant ainsi une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes et un meilleur contrôle des roues lors du freinage. Aujourd'hui, l'ABS a tellement progressé que les dernières versions assurent une détection supplémentaire en cas de forts vents latéraux. Le régulateur de vitesse, inventé en 1948, n'a cessé d'évoluer au fil des années. Aujourd'hui, le régulateur de vitesse adaptatif fait que lorsque la voiture roule à une vitesse constante et qu'elle détecte une voiture plus lente devant elle, elle adapte sa vitesse à cette dernière. D'autres variantes font en sorte que la voiture s'arrête toute seule si le véhicule qui la précède fait de même. Il est facile d'oublier d'allumer ses feux lorsqu'on conduit pendant plusieurs heures. Les feux automatiques sont de plus en plus courants. Des caméras déterminent le type de lumière en temps réel et aident à déterminer quand les feux de route doivent être allumés ou non. Bien que les feux automatiques existent depuis les années 1950, les vieux modèles utilisaient des capteurs sensibles à la lumière et étaient beaucoup moins fiables. Les nouveaux modèles peuvent identifier différentes sources de lumière, qu'il s'agisse du soleil, de la lumière directe d'une voiture venant en face, ou même du reflet d'un panneau, ce qui permet d'adapter les feux et ainsi d'éviter de gêner les autres conducteurs. Il est parfois difficile de s'assurer que personne ne se trouve dans le fameux angle mort, qui cause environ 400 000 accidents par an aux USA. Les capteurs solaires situés dans les pare-chocs arrière, ainsi que les systèmes de surveillance d'angle mort, surveillent les voies adjacentes. Ils alertent le conducteur si un véhicule se trouve sur la voie d'à côté, que ce soit par des lumières qui clignotent sur le tableau de bord, ou par des bips sonores, réduisant ainsi le danger. 1,6 million d'accidents de la route sont causés par l'utilisation du téléphone au volant, et la fatigue est à l'origine d'au moins 10% des accidents de voiture. Le système de surveillance de l'attention du conducteur permet de contrôler tout ça. Il fonctionne grâce à des capteurs qui surveillent les mouvements de la voiture et le nombre de corrections de la direction afin de s'assurer que le conducteur reste bien attentif. Lorsque l'ordinateur de bord identifie que le conducteur n'est pas bien réveillé ou qu'il est distrait par son téléphone, il émet des signaux indiquant qu'il est temps de faire une pause. Les pneus sont l'une des parties les plus critiques de ta voiture et sont étroitement liés au type de voie que tu empruntes. De nombreux dispositifs de sécurité dépendent de ces derniers. C'est pourquoi il est très important de t'assurer que tes pneus sont toujours en parfait état. Le système de contrôle de la pression des pneus vérifie la pression de l'air dans les 4 pneus et t'indique quand il faut augmenter ou diminuer la pression pour éviter tout risque. L'évolution constante des technologies permet de garantir ta sécurité sur les longs trajets. Les avertisseurs de franchissement de lignes blanches se concentrent sur le marquage au sol et veillent à ce que la voiture reste sur sa voie. Si elle dévie et s'approche d'une ligne sans clignotant, une caméra l'identifie et le signale au conducteur. La fonction d'assistance au maintien dans la voie suit la même méthode, pour éviter à la voiture d'empiéter sur la voie adjacente. Si elle s'en approche trop, elle réajuste automatiquement la direction pour recentrer la voiture sur sa voie. Les voitures les plus modernes ont même des options de conduite autonome. Les systèmes de pilotage automatique ont fait passer le régulateur de vitesse au niveau supérieur, permettant au véhicule de rester dans sa voie tout en maintenant sa vitesse, mais aussi en le faisant changer de voie lorsque cela est nécessaire. Certains dispositifs s'imposent progressivement dans tous les modèles de voitures.
Par exemple, la vision nocturne, qui utilise des caméras thermographiques pour repérer les piétons et les animaux. Elle s'intègre à l'ordinateur de bord et identifie les objets à partir de leur signature thermique. Il y a plus de 1,4 milliard de voitures en circulation dans le monde. Et comme la population mondiale augmente, on s'attend à ce que le nombre de voitures en fasse de même. Les dispositifs de sécurité évoluent constamment. Les phares à infrarouge serviront bientôt dans des conditions de mauvaise visibilité comme les tempêtes, la neige et le brouillard. Ils permettront d'améliorer la visibilité du conducteur dans toutes les conditions, sans affecter la vue des autres conducteurs. Les systèmes de contrôle du conducteur seront bientôt capables de surveiller et d'identifier ces différents comportements. Que ce soit lors d'une conduite imprudente ou pour d'autres raisons de sécurité, les voitures auront bientôt la possibilité de prendre le contrôle elles-mêmes, assurant ainsi la sécurité de tous les passagers. Les pare-brises à réalité augmentée qui sont en cours de développement permettent d'afficher certains éléments du tableau de bord sur le pare-brise. Donc, bientôt, toutes les indications les plus utiles apparaîtront juste devant le conducteur, afin qu'il ne quitte plus la route des yeux. Les airbags ne seront plus seulement utilisés à l'intérieur de l'habitacle, mais ils s'activeront également de l'extérieur de la voiture lorsqu'ils identifieront une collision imminente. Ils couvriront toute la surface de la voiture afin de réduire l'impact. Cette technologie pourrait être si avancée que la carrosserie n'aurait même plus besoin d'être réparée. Les futures technologies devraient être si poussées que les voitures elles-mêmes auront leur propre forme de communication. Non pas avec les conducteurs, mais avec les autres voitures. Imagine des voitures partageant des informations lorsqu'elles identifient des barrages routiers, des problèmes sur la route ou certains phénomènes météorologiques. Tout ceci garantira l'itinéraire le plus efficace et un voyage plus sûr. Tu passes la porte d'entrée et tu montes dans ta voiture. Ce n'est pas que tu es en rêve, mais c'est ainsi, tu as besoin de faire des courses, alors autant y aller tout de suite. Tu n'avais besoin que de papier toilette et de quelques oranges. Mais pour une raison ou une autre, tu finis par quitter le magasin avec 4 sacs de provisions. Ça arrive. Il faut juste les mettre dans le coffre. Oh, attends, il est déjà plein. Il y a un tas de vieilles affaires là-dedans que tu comptais donner. Tu ne vas pas non plus jeter tes courses sur la banquette arrière, elle pourrait se renverser. Voici la solution. Procure-toi quelques mousquetons, prends ton appuie-tête et remonte-le un peu. Tu disposes maintenant d'un espace pour placer les crochets sur ces pièces métalliques. Il ne te reste plus qu'à ouvrir les crochets et à suspendre tes sacs. Parfait. Ok, tu as aimé ça? Parfait. Voici quelques astuces supplémentaires pour toi afin de rendre ta vie de conducteur un peu plus facile. Nous avons tous connu ces journées ensoleillées, chaudes et désagréables. Des nuits où l'on souhaite constamment avoir un verre frais à la main. Aujourd'hui est l'un de ces jours. Au magasin, tu as acheté un Coca, le genre pour lequel tu as besoin d'un décapsuleur. Le seul problème, c'est que tu n'en as pas. Ne t'inquiète pas. Tu vois ces trucs en métal sur la ceinture de sécurité? Ils te protègent, mais ils ont aussi la forme exacte d'un décapsuleur. Trop facile. Tu as encore de vieux boîtiers de DVD qui traînent? Dépoussière-les et prépare-toi à fabriquer une jolie housse de stéréo pour voiture. Voici ce que tu dois faire. Prends une paire de ciseaux et coupe les bords. L'idée est de créer une couverture plate presque semblable à du papier. Le reste est facile, il suffit de descendre dans ta voiture avec ta nouvelle housse, de couper les morceaux superflus et de la placer sous le système stéréo pour qu'elle ne tombe pas. Ensuite, tout ce que tu auras à faire, c'est de la refermer. Elle restera propre et agréable et personne n'aura de mauvaises idées. Tu es parti faire un tour en voiture, mais tu as laissé ton support de téléphone à la maison. C'est dingue! Tu auras peut-être besoin d'un petit GPS, de passer des appels ou d'enregistrer ton dernier vlog « Regardez-moi conduire ». Ok, tu vas juste devoir improviser un peu. Passe la main sous le siège et sors les élastiques. Tu ne t'en sers visiblement pas. Il n'y en a pas? Regarde dans la boîte à gants. Bingo! Ensuite, enroule 1 ou 2 élastiques autour de la bouche d'aération, puis coince ton téléphone au milieu. Si tu le fais correctement, tu auras un support de téléphone bricolé pour les moments difficiles. Si tu le fais mal, eh bien bonjour l'art moderne. Si tu viens d'obtenir ton permis de conduire, ou même une nouvelle voiture, et que tu n'es pas encore familiarisé avec son fonctionnement, il existe un truc simple que tu peux utiliser pour t'habituer à la conduite de ton nouveau véhicule. Prends une bouteille en plastique et place-la devant ta voiture. Ensuite, roule plusieurs fois sur la bouteille en avant et en arrière. Cela t'aidera à te rendre compte de l'emplacement exact des roues et de la taille de la partie avant de ta voiture.
Tu as l'impression d'avoir un côté artistique caché, mais tu as peur de ne pas avoir de talent. Ce qu'il te faut, c'est le partenaire artistique idéal, ta voiture. Prends quelques petits flacons de peinture et place-les en rangée juste là dans ton allée, puis pose une toile vierge juste devant eux. Tu peux utiliser un énorme morceau de carton, un drap de lit tendu ou un beau papier vierge. Maintenant, voici la partie amusante. Remonte dans la voiture, mets le moteur en marche et roule sur eux. Ils vont éclabousser la toile de peinture et créer une œuvre unique et abstraite. Félicitations, tu es officiellement un artiste. Lorsque tu roules à travers le pays, ton plus grand ennemi pourrait bien être tes paupières, car elles ne cessent de s'affaisser. Si c'est ton cas, la prochaine fois que tu pars en voyage, emporte un matelas gonflable. Tu te sens un peu somnolent sur la route ? Arrête-toi dans un endroit sûr, installe ton matelas gonflable sur la banquette arrière et fais une petite sieste réparatrice. Tu te réveilleras en pleine forme, prêt à reprendre la route. Tu peux même laisser le matelas à l'arrière, prêt pour la prochaine fois que tu voudras prendre le temps de te reposer. Si tu voyages avec un ami, il se peut qu'il ait aussi envie de dormir pendant un long voyage. Là, c'est un peu plus facile. Procure-toi l'une de ces housses de ceinture de sécurité rembourrées. Ton copilote n'aura qu'à incliner la tête sur le côté et faire une sieste. Espérons qu'il ne ronfle pas. Tes rétroviseurs sont peut-être trop petits pour te montrer exactement ce que tu dois voir sur la route. Ces angles morts peuvent être gênants et tu pourrais finir par avoir mal au cou à cause de toutes ces torsions à chaque fois que tu changes de voie. Avec un nouveau rétroviseur amélioré à 180 degrés, tu n'auras plus à faire ta meilleure imitation de hibou. Imagine ça, tu te retrouves à 4 dans la voiture. Tu as un copain à côté de toi qui dort sur la super housse de ceinture de sécurité que tu as installée. Et 2 autres copains qui s'ennuient à mourir sur la banquette arrière en jouant avec leur téléphone. Avant le voyage, comme tu es un super hôte, tu as chargé ta tablette pour qu'ils puissent regarder un film ou autre chose. Mais qui va vouloir tenir la tablette pendant 2 heures entières ? Utilise simplement un de ces supports à tablette prêts à l'emploi que tu peux accrocher sur le siège avant. C'est comme un de ces écrans tactiles qu'ils ont dans ces nouveaux avions, avec des centaines de films parmi lesquels choisir en toute intimité. Quel hôte formidable! Et les passagers du siège arrière méritent encore plus de confort. Sors quelques ventouses et crée un espace de rangement supplémentaire. Tes amis ne savent même pas qu'ils en ont besoin. Ils peuvent y accrocher un tissu pour se protéger du soleil, un sac de chips, un ventilateur portable. C'est parfait. Ok, jusqu'à ce que tu baisses accidentellement leur fenêtre. Le coffre, c'est plus un volcan à bagages qu'un placard bien rangé. C'est le bazar, disons-le. Alors pourquoi ne pas improviser un système de séparation pop-up à faire soi-même pour garder les choses bien rangées ? Tu peux utiliser du bois ou simplement de fidèles boîtes en carton. Une section pour la nourriture, une pour les papiers inutiles, une pour les bagages, et une pour cette carte routière que tu n'as pas utilisée depuis 10 ans. Est-ce que j'oublie quelque chose ? Si tu fais un long trajet, ton dos peut commencer à te faire mal. Oh là là, tu as oublié d'emporter ton matelas gonflable. Mets un coussin de soutien lombaire sous ton siège et sors-le quand tu as mal. Nous ne sommes pas tous super doués pour nous garer, avouons-le. Il t'est arrivé d'érafler ta voiture quand tu n'étais pas très prudent. Achète quelques-uns de ces superbes animaux en caoutchouc qui crient quand tu les serres. Attention, tu auras l'air ridicule, mais tu ne rayeras plus jamais ta voiture. Sors-les avant de te garer et accroche-les au coin avant et arrière de ton véhicule. Lorsque tu t'approches trop près d'un poteau, d'un mur ou de la voiture de quelqu'un d'autre, les jouets entonneront leur célèbre chant. Et si tu continues quand même, ils agiront comme un pare-choc souple pour protéger ta peinture. Tu es rentré chez toi, le voyage a été un succès et maintenant ta voiture est sérieusement sale. Il y a quelques endroits que tu ne peux pas atteindre. C'est pas grave, prends un peu de slime. Oui, tu as bien entendu, du slime. Étale-en sur ces endroits où la saleté ne veut pas partir. Cette saleté va se coller à l'autre saleté. Maintenant, tu n'as plus qu'à tout essuyer. Tu ne sais pas ce qu'est le slime ? Tu es prêt pour une soirée amusante sur YouTube. As-tu une boule de poils qui se promène habituellement avec toi à l'arrière ? Bien sûr, il te tient compagnie, mais waouh, il perd vraiment ses poils. Regarde toute cette fourrure qu'il t'a laissée en guise de cadeau de remerciement. Merci ? Tu aimes ton chien, mais enfin, bon, pourquoi ne peuvent-ils pas simplement perdre leurs poils dans le jardin ? Ok, j'en ai fini avec le chien. Trouve une housse de siège arrière ou une couverture suffisamment longue pour recouvrir le siège et le dossier. Ainsi, même si ton compagnon canin bouge, tous les poils superflus iront directement sur la housse. N'oublie pas de la laver à part dans la machine. Tu ne veux pas de poils sur tes vêtements propres, n'est-ce pas ?
Les pneus du train d'atterrissage n'éclatent pas car ils sont conçus pour une charge 4 à 5 fois supérieure à celle qu'ils subissent lors de l'atterrissage. La roue elle-même peut se casser, mais le pneu n'éclate pas. Cette petite astuce basée sur la psychologie comportementale peut t'aider à choisir la file la plus rapide à l'aéroport. S'il y a plusieurs lignes à l'enregistrement, opte pour celle de gauche. Tu devrais arriver plus rapidement au comptoir de cette façon. La plupart des gens sont droitiers et choisissent intuitivement le côté droit. Ta peau devient généralement un peu sèche pendant le vol. Cela se produit en raison du faible taux d'humidité dans la cabine. Apporte une bonne crème hydratante avec toi pour garder ta peau hydratée à bord. Savais-tu que le pilote et le copilote d'un avion mangent toujours des repas différents avant un vol ? De cette façon, si l'un d'eux a une intoxication alimentaire, l'autre pourra prendre le contrôle de l'appareil. Les tablettes d'avion font partie des surfaces les plus sales de la cabine, alors assure-toi de te laver les mains fréquemment. Et nettoie la tablette avec une lingette antibactérienne pour te débarrasser de toutes les bactéries qui y pullulent. Si tu es assis sur un siège côté couloir, tu peux avoir plus d'espace pour allonger tes jambes. Il te suffit d'appuyer sur le bouton situé sous la coudoir le plus à l'extérieur. Cela fera remonter la coudoir, te donnant plus d'espace pour tes jambes et empêchant la coudoir de s'enfoncer dans tes côtes. Voici une raison pour laquelle la lumière de la cabine est tamisée. Les passagers doivent s'habituer à l'obscurité au cas où un atterrissage d'urgence aurait lieu la nuit. De cette façon, leurs yeux seront déjà habitués à l'absence de lumière, ce qui facilitera l'évacuation. Les agents de bord te demandent de relever les stores des hublots pour qu'ils puissent voir ce qui se passe dehors. Ainsi, ils peuvent choisir la meilleure façon d'évacuer les passagers en cas d'urgence. Presque tous les avions de ligne sont blancs, car cette couleur reflète le mieux les rayons du soleil et empêche l'avion de surchauffer. Une autre bonne raison est que la peinture blanche est moins chère. De plus, les ouvriers et les ingénieurs peuvent facilement remarquer tout dommage sur une surface blanche. Il est préférable d'éviter de prendre des décisions importantes pendant un vol. Ton cerveau ne reçoit pas assez d'oxygène à de telles hauteurs et cela affecte négativement son fonctionnement. Le chewing-gum, les bonbons durs et les bonbons à la menthe peuvent t'aider à éviter d'avoir les oreilles qui se bouchent pendant le décollage et l'atterrissage. Ce n'est pas grâce au bonbon lui-même, mais grâce au processus de déglutition. Bâiller aide aussi. Quant au chewing-gum, il aide aussi à se débarrasser de cette mauvaise haleine causée par l'air raréfié des hautes altitudes qui retire l'humidité de ton corps. L'air sec peut te donner l'impression que tu es en train de prendre froid. L'air de la cabine assèche ton nez et ta gorge comme si tu avais les symptômes d'un rhume. Ces symptômes disparaissent généralement juste après l'atterrissage. L'eau utilisée pour faire du café et du thé à bord n'est pas toujours très propre. De nombreuses compagnies utilisent aujourd'hui de très bons filtres à eau, mais il vaut mieux demander de l'eau en bouteille si tu as soif. Ce petit triangle sur la paroi de l'avion au-dessus de ton siège signifie beaucoup pour les agents de bord. Ces triangles marquent les fenêtres à travers lesquelles tu peux voir les feux clignotants. Ceci signale la rétractation des freins d'atterrissage et la fermeture des volets. Mettons que les pilotes découvrent qu'il y a un problème. Dans ce cas, un agent de bord se précipitera vers la fenêtre nécessaire pour vérifier ce qui se passe. Et pour les passagers, c'est simplement le meilleur endroit pour les photos puisque tu peux voir les ailes parfaitement. Les sièges situés au milieu de la cabine, au-dessus des ailes, sont les meilleurs si tu as le mal des transports. Cette zone est plus équilibrée et tremble moins pendant les turbulences. Si tu as tendance à être nerveux pendant le vol, fais un peu d'exercice physique juste avant de monter dans l'avion. Une petite séance d'entraînement aide à réduire ton niveau de stress et fait en sorte que ton corps libère des endorphines, les hormones du bonheur. De plus, cette activité physique compense les heures que tu passes assis sans bouger. Les turbines sont placées sous les ailes car cela rend l'entretien des moteurs moins cher, plus rapide et plus facile. Auparavant, elles étaient placées au niveau de la queue. Cela nécessitait un équipement coûteux et beaucoup plus de temps pour les réparer. Lorsqu'on a commencé à installer les moteurs sous les ailes, le prix des billets a baissé. Imagine que tu voles dans une montgolfière. Tu vois le système de brûleur installé sous le ballon, aussi appelé enveloppe. Il chauffe l'air à l'intérieur, ce qui fait monter la montgolfière. Les turbulences à bord d'un avion sont ce même air chaud, mais créé par la nature. Lorsque l'air se réchauffe, il fait monter un avion. Lorsqu'il devient plus froid, l'avion descend. Et les passagers ont l'impression de faire des montagnes russes. Un courant d'air chaud laissé par un autre avion peut aussi provoquer des turbulences. C'est un phénomène courant sur la plupart des vols. Mais généralement, les turbulences sont si légères que les passagers ne les ressentent pas.
Sais-tu que les avions peuvent voler même après la panne d'un moteur? Les pilotes peuvent gérer une telle situation d'urgence et faire atterrir l'avion en toute sécurité. Les passagers peuvent ressentir une légère inclinaison pendant le vol, mais dans la plupart des cas, ils ne savent même pas que l'avion vole avec un seul moteur. Tes yeux reçoivent l'oxygène directement de l'air. Il n'est pas acheminé par le sang. Tes yeux peuvent donc être un peu secs pendant le vol, mais des gouttes pour les yeux dans ton bagage cabine, elles t'aideront à garder tes yeux humides. Il est interdit de transporter de grands volumes de liquide à bord, car certaines substances dangereuses peuvent facilement être dissoutes dans l'eau. Si un avion doit amérir, ses ailes deviennent des bouées de sauvetage. Les réservoirs de carburant vides aident aussi les avions à flotter. D'ailleurs, il peut s'écouler de 10 à 60 heures avant que l'avion ne coule. Tout dépend du modèle, des conditions météorologiques et de la compétence des pilotes. Ces hôtesses de l'air souriantes que tu rencontres lorsque tu entres dans la cabine cachent généralement leurs mains derrière leur dos. Elles comptent les personnes qui entrent dans l'avion pour s'assurer que tous les passagers soient à bord. Malgré tout ce que les gens disent sur la nourriture dans les avions, elle n'est en réalité pas si mauvaise. Le problème, c'est ton sens du goût, qui n'est plus aussi performant car l'air de la cabine rend ta bouche sèche. Il émousse aussi ton odorat. C'est pourquoi les compagnies aériennes ajoutent beaucoup d'épices et de sel à leurs repas. Est-il vrai que tes cheveux poussent plus vite pendant un vol? Pas vraiment. Les scientifiques n'ont pas réussi à le prouver. Ce mythe est apparu dans la première partie du XXe siècle, lorsque certains passagers ont remarqué que leur barbe avait davantage poussé pendant un vol. Il est normal que les gens aient des maux de tête pendant un vol, surtout juste après le décollage. Tu montes à une altitude plus élevée que le mont Everest en l'espace de 10 minutes environ. Ces changements se produisent trop rapidement pour que ton corps puisse s'adapter. Les ceintures de sécurité des avions sont placées au-dessus de ton ventre pour t'éviter d'être projeté contre le plafond en cas de turbulence. Lorsque cela se produit, l'avion commence à bouger de haut en bas et ta ceinture te maintient fermement. A l'inverse, les ceintures de sécurité dans les voitures protègent les gens des collisions horizontales. Les avions ont une protection spéciale contre la foudre. Même si elle frappe, les passagers ne la sentiront pas. Les avions sont recouverts d'un revêtement en aluminium qui conduit le courant électrique mais ne le laisse pas pénétrer à l'intérieur de l'avion. L'électronique et les réservoirs de carburant ont aussi une protection supplémentaire. Les sièges d'avion sont inconfortables parce que les compagnies aériennes essaient de faire entrer le maximum de passagers dans un avion. C'est pourquoi il y a si peu d'espace entre les sièges. 2 rangées supplémentaires signifient 12 passagers de plus. En outre, les compagnies fabriquent des sièges d'avion plus légers pour économiser sur les coûts de carburant. Même un poids supplémentaire, apparemment insignifiant, peut coûter des milliers d'euros à une compagnie aérienne. Et au fait, ton siège a un revêtement ignifuge. C'est nécessaire pour éviter qu'un incendie ne se propage en cas d'accident. Les employés d'aéroports transportent les bagages non réclamés dans des centres spéciaux. Si le propriétaire ne se manifeste pas dans les 3 mois, le bagage est mis en vente dans des magasins spécialisés. Autrefois, tu ne pouvais pas utiliser ton téléphone dans un avion car les téléphones portables étaient dangereux pour la navigation. Leurs signaux radio pouvaient perturber les réglages de l'électronique des avions. Les masques à oxygène tombent non seulement pendant les fortes turbulences, mais aussi lorsque la pression de l'air à l'intérieur de la cabine change radicalement. Les passagers ne risquent rien s'ils mettent leur masque à oxygène. Mais de tels cas sont considérés comme une urgence, et les pilotes font de leur mieux pour descendre rapidement à une altitude sûre, afin que les passagers puissent respirer sans masque à oxygène. Tous les avions transportant plus de 19 passagers doivent être équipés d'une hache d'urgence. Elle est généralement installée quelque part dans l'appareil comme dispositif de sécurité contre les incendies. Ainsi, en cas d'incendie électrique, les membres d'équipage peuvent ouvrir le cockpit ou couper des cloisons. Les pilotes peuvent même casser le pare-brise si quelque chose de grave se produit et que les passagers doivent être évacués. Leur couleur blanche sert à protéger les avions de ligne contre le rayonnement solaire et ses effets. Les avions doivent rester au frais dans les aéroports des pays très chauds pendant que les passagers embarquent et débarquent. La peinture blanche brillante réfléchit les rayons du soleil. Elle protège aussi certaines parties de l'avion qui sont faites de matériaux composites et évite qu'elles ne s'abîment. Les rayons ultraviolets étant plus élevés à haute altitude. Les avions de ligne doivent atteindre une vitesse minimale de 250 km/h pour être stables et effectuer leur décollage en toute sécurité. Certains avions plus petits peuvent maintenir leur altitude même à des vitesses avoisinant les 50 km/h.
Mais à une vitesse aussi faible, un avion peut rapidement être déstabilisé et peut même ne pas réussir son décollage. Les traînées blanches que les avions laissent derrière eux, également appelées traînées de condensation, sont créées par de la vapeur d'eau. La vapeur est produite pendant la combustion du carburant dans les moteurs des avions. Lorsque l'avion atteint son altitude de croisière à 10 000 mètres, les températures deviennent très basses. Environ moins 55 degrés Celsius. C'est vraiment très froid, par conséquent l'eau se transforme en particules de glace. La durée pendant laquelle ces particules vont rester visibles dépend principalement de l'humidité. Plus le taux d'humidité est élevé, plus ces traînées sont épaisses et elles restent visibles même longtemps après que l'avion s'est éloigné. Dans le monde entier, des avions sont frappés par la foudre presque tous les jours. Un avion ordinaire en service commercial est frappé en moyenne une fois par an. La fréquence à laquelle cela se produit dépend de plusieurs facteurs. Tout d'abord, le nombre d'atterrissages et de décollages effectués par l'avion. Car la foudre frappe surtout à des hauteurs comprises entre 1500 mètres et 4500 mètres. Cela dépend aussi de l'emplacement. Par exemple, il est plus probable qu'un avion soit frappé par la foudre autour de l'équateur que dans certaines autres parties du monde. Les avions modernes sont conçus pour résister à la foudre. Grâce à des tests, on s'assure qu'ils sont capables de supporter ces impacts. Les avions volent généralement à des altitudes allant jusqu'à 11 km. Il y a quelques avantages, par exemple une plus faible traînée aérodynamique, ce qui signifie aussi une consommation plus faible de carburant. Les températures en altitude sont également plus basses, ce qui rend les moteurs à réaction plus efficaces. Cette partie de l'atmosphère est aussi moins turbulente, ce qui contribue à rendre les vols plus agréables. Certains avions sont déjà allés dans l'espace, mais pas ceux que tu vois dans les aéroports. Ces avions classiques ont besoin d'air pour s'élever et l'espace n'est fait que de vide. Le premier avion à être entré dans l'espace a été conçu il y a environ 70 ans. Lors de son premier vol, il a généré de la portance et de la stabilité grâce à des ailes fines et courtes. Il a voyagé à plus de 5 fois la vitesse du son. Il y a au moins 1 sextillion de planètes dans notre univers. Pour te donner une idée de l'énormité de ce chiffre, notre planète pèse presque 1 sextillion de fois plus qu'un ours ou un animal similaire. Aucune de ces planètes n'est cubique, triangulaire ou d'autres formes, elles sont toutes rondes. À ses débuts, une planète n'est qu'un nuage de poussière et de roches qui tourne autour d'une étoile centrale. La poussière et les petits morceaux s'attirent les uns les autres en raison de la gravité, et ils continuent à le faire jusqu'à ce qu'ils forment une masse compacte. Maintenant, cette masse commence à attirer plus de matière. Elle grandit et devient plus grosse jusqu'à ce qu'elle ait fini de collecter tout ce qui se trouve autour d'elle. Les forces gravitationnelles agissent de façon égale dans toutes les directions, ce qui donne à la masse une forme ronde, bien qu'elle ne soit pas une forme parfaite. Notre planète, par exemple, est presque une sphère, mais avec un renflement au milieu. Le renflement est là parce que la Terre tourne. Chaque fois qu'elle tourne sur son axe, la partie centrale se déplace plus loin que le sommet. L'équateur se déplace plus rapidement que les pôles. Et plus tu fais tourner quelque chose rapidement, plus tu le projettes vers l'extérieur. Le son se déplace 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. C'est une onde et c'est pourquoi il se déplace plus vite dans une substance plus dense. Les particules qui sont proches les unes des autres, comme dans les substances les plus denses, se heurteront plus facilement entre elles. L'eau est plus dense, il y a 800 fois plus de particules dans une bouteille d'eau que dans une bouteille de la même taille remplie d'air. Si les bulles sont rondes, c'est parce qu'elles se forment lorsqu'une fine membrane comme celle de l'eau savonneuse emprisonne l'air. Les molécules de la membrane s'attirent les unes les autres, ainsi elles viennent à former une sphère car c'est là la plus petite surface possible, capable de contenir un volume donné. Elles ne peuvent pas devenir plus petites à cause de l'air qu'elles contiennent. Tu peux transformer ton crayon en diamant si tu appliques une température de 1400 degrés Celsius et une pression de 55 000 atmosphères. Tu peux transformer le graphite en diamant. Ce sont en fait 2 variations d'un seul élément chimique, le carbone. Les diamants ne sont pas seulement utilisés en bijouterie, mais aussi à différentes fins, par exemple comme outil de coupe pour les appareils électroniques. Les castors sont d'incroyables bâtisseurs capables de créer des structures complexes au bord des rivières. Ils les construisent pour se protéger des animaux sauvages qui pourraient s'en prendre à eux, comme les loups ou les ours, mais pas de la façon dont on pourrait le croire au premier abord.
Les castors ne vivent pas vraiment dans leur barrage. Ils les utilisent seulement comme barrière pour créer une sorte de bassin d'eau plus profonde. C'est là que se trouve leur véritable maison, au milieu de cette étendue d'eau. C'est comme une petite île ou une cabane en forme de dôme. C'est une zone sèche où les castors sont en sécurité. Ils peuvent aussi y stocker leur nourriture. Ces étendues sont suffisamment profondes pour éviter la présence d'autres animaux terrestres. Les castors creusent des tunnels sous-marins qui relient la terre à leur maison. Si un prédateur arrive, ils peuvent rapidement se réfugier en lieu sûr. Certains animaux dorment debout, les zèbres, les éléphants, les chevaux et certains oiseaux comme les flamants roses. Les vaches peuvent aussi dormir debout, mais elles préfèrent se coucher quand elles veulent se reposer. Pour dormir debout, les animaux doivent être capables de bloquer leurs genoux afin que leurs pattes restent droites et verticales. De cette façon, ils n'ont pas besoin de mobiliser leurs muscles. Il est nécessaire pour ces animaux de dormir debout car ils seraient probablement trop lents à réagir si un prédateur les attaquait. Lorsque nous rions dans certaines situations désagréables ou lorsque nous nous sentons nerveux, nous essayons en fait de masquer nos véritables émotions. Par exemple, tu fais quelque chose d'embarrassant et tu essaies de dissimuler la honte que tu ressens. De plus, nous sommes plus détendus après avoir ri, donc si tu glousses nerveusement dans une situation désagréable, cela peut t'aider à évacuer certaines de tes émotions négatives. Lorsque tu achètes une bouteille d'eau, tu peux voir qu'elle a une date d'expiration. Ce n'est pas que l'eau à l'intérieur va finir par tourner. La date d'expiration est là parce que le plastique de la bouteille peut commencer à pénétrer dans l'eau au fil du temps et la contaminer avec des particules chimiques qui pourraient être mauvaises pour la santé. La Lune a son propre fuseau horaire. Les astronomes ont créé une montre spéciale pour ceux qui vont sur la Lune. Elle mesure le temps en lunaison, c'est-à-dire la durée nécessaire à la Lune pour tourner autour de notre planète. La Lune tourne autour de la Terre en un peu plus de 27 jours. Tu peux décaféiner ton café si tu l'emmènes dans un sauna pour humidifier la graine de café vert à des températures comprises entre 70 degrés et 100 degrés Celsius. Le but est d'obtenir 10 mg ou moins de caféine par café. C'est à ce moment-là que tu peux le classer dans la catégorie décaféiné. Une portion de café ordinaire contient 80 mg de caféine. Il y a une raison pour laquelle la Terre tourne sur elle-même. Notre système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards d'années. À l'époque, il n'y avait à sa place qu'un nuage de poussière et de gaz. Les molécules et les atomes de ce nuage avaient tendance à tourner dans une certaine direction. Ce nuage s'est effondré sous l'effet des forces gravitationnelles, la gravité a amplifié sa rotation initiale, puis l'a aplati en un disque. Notre planète s'est formée à l'intérieur de ce disque et elle tourne depuis dans cette même direction d'origine. Les ingénieurs rendent les ailes des avions lisses pour permettre à l'air de circuler facilement autour de leur surface et réduire la résistance pendant le vol. Alors pourquoi ont-ils ajouté ces crochets jaunes convexes ? Ils nuisent évidemment à l'aérodynamisme. Certes, mais ils sont aussi nécessaires pour ta sécurité. Imagine un avion qui fait un amérissage d'urgence en pleine mer. Tout se passe bien, l'avion glisse sur l'eau, puis des canots de sauvetage naviguent jusqu'à lui pour évacuer les passagers. Ces derniers quittent l'avion par les sorties de secours situées au-dessus des ailes. Avant que la porte ne s'ouvre, le toboggan d'évacuation se gonfle. Les passagers doivent marcher sur l'aile et descendre sur le toboggan, mais la surface de l'aile est glissante à cause de l'eau. Ils risquent de tomber et de se blesser. Pour éviter cela, les stewards installent une corde de sauvetage. Ils attachent une extrémité à la porte et l'autre au bord de l'aile, en la faisant passer par ses crochets. Pendant l'évacuation, les gens peuvent s'accrocher à cette corde pour éviter de tomber. Avec une corde, on peut aussi attacher les canaux de sauvetage à l'aile pour que les courants ne les éloignent pas de l'avion. À propos, l'avion peut flotter pendant 10 minutes à 60 heures selon le modèle, les conditions météorologiques et les compétences du pilote. La sortie principale et la sortie de secours ont toutes deux des poignées supplémentaires pour les membres de l'équipage. Pendant une évacuation, les gens peuvent paniquer et pousser accidentellement les hôtesses de l'air. Pour éviter une chute, elles s'accrochent à ces poignées. La ceinture de sécurité dans un avion a une fonction légèrement différente de celle de ta voiture. Celle du véhicule te protège d'un choc horizontal. Lorsqu'un avion traverse des turbulences, il est secoué de haut en bas. Ta ceinture t'empêche de frapper le plafond avec ta tête. Les membres de l'équipage ont des menottes pour les passagers à problème. Si une personne se comporte mal et perturbe le vol, les agents de bord ont le droit de l'attacher à son siège. Pour ce faire, ils utilisent des menottes de police ou des attaches en plastique.
C'est le maximum qui puisse être fait pendant le vol. Ensuite, ils signalent la personne à l'aéroport et la livrent à la police après l'atterrissage. En cas d'urgence, les masques à oxygène tombent automatiquement. Ils ont une fonction supplémentaire que tu ne connais peut-être pas. Égaliser la pression et éviter la panique. La pression de l'air peut changer à cause des turbulences. Donc, entre autres choses, les masques aident les passagers à rester calmes. Ton siège est ton meilleur allié. Le gilet de sauvetage qui se trouve en dessous t'empêchera de te noyer. De plus, la surface du siège est faite d'un matériau imperméable. Si de l'eau pénètre dans la cabine, le siège t'évitera de geler puisqu'il ne sera pas mouillé. Il est aussi ignifuge. La housse peut empêcher le feu de se propager dans la cabine et peut te sauver des flammes. Bien sûr, tu n'auras probablement jamais à utiliser cette fonction, mais il est toujours bon de se sentir en sécurité, n'est-ce pas? Tu peux utiliser la tablette du siège devant toi pour fabriquer un repose-pied. Il suffit d'attacher une ceinture, une couverture ou une serviette autour de la table et d'y suspendre tes pieds. Tu as peut-être remarqué des triangles noirs sur le mur au-dessus des sièges. Pour toi, en tant que passager, ils peuvent indiquer les sièges qui ont la meilleure vue sur les ailes, ou tu peux prendre les plus belles photos de vol. Mais les triangles n'ont pas été créés pour ton appareil photo. Les membres de l'équipage surveillent l'état de l'avion par les fenêtres situées sous ces panneaux. Imaginons que les ailes gèlent, que le moteur prenne feu ou que le pilote reçoive un signal concernant un problème quelconque. Dans ce cas, l'équipage se dirige rapidement vers les triangles et évalue la situation. Et toi, tu es là, assis sous le triangle, à regarder l'aile et à penser « Pourquoi les ailes sont-elles attachées à la partie inférieure de l'avion ? Ils auraient pu les installer au-dessus des fenêtres ou en plein milieu. » En fait, certains avions les ont au milieu ou encore plus haut, et chaque emplacement a du sens. Le moteur et les turbines se trouvent sous les ailes. Il est beaucoup plus facile de les réparer puisqu'ils sont proches du sol. Et en cas d'amérissage d'urgence, les ailes servent de bouée de sauvetage. Elles aident à maintenir l'avion sur l'eau. Les réservoirs de carburant vides sous l'aile peuvent aussi aider l'avion à flotter à la surface. Mais cette position présente aussi certains risques. Des débris de la piste d'atterrissage peuvent s'introduire dans les turbines. Heureusement, cela a peu de chances d'arriver puisque les pistes sont soigneusement nettoyées. Les avions dont les ailes sont au milieu présentent le moins de résistance à l'air. Les avions de chasse et les avions supersoniques sont conçus de cette façon. Les gros avions cargo ont leurs ailes au niveau de la partie supérieure de la carlingue. Grâce à cela, l'avion est plus proche du sol et il est ainsi plus facile de charger les cargaisons. De plus, il est plus sûr d'atterrir sur des pistes non préparées avec des ailes hautes car les débris n'entreront pas dans les turbines. L'aérodynamisme de ces avions fonctionne mieux grâce à de telles ailes. Ils ont moins de résistance à l'air et livrent les marchandises plus rapidement. L'oxygène à l'intérieur des masques est une combinaison de produits chimiques. Le transport de réserve d'oxygène serait trop cher pour la compagnie aérienne. Elle prendrait beaucoup de place et augmenterait le poids, ce qui entraînerait une consommation supplémentaire de carburant. Par conséquent, il y a un générateur d'oxygène chimique situé dans le panneau au-dessus de ta tête. Un petit réservoir contient des composés de barium, de sodium et de potassium qui se mélangent et créent une réaction chimique chaude qui libère de l'oxygène et le fait passer dans le masque. Les petits trous dans les hublots empêchent le verre de se briser. La pression de l'air à l'intérieur de l'avion est beaucoup plus élevée que celle de l'extérieur. La différence est si grande que l'air peut tout simplement briser le verre. Pour éviter cela, de petits trous sont percés. L'air y passe et réduit la charge sur la vitre. D'ailleurs, les hublots ont une forme ovale pour la même raison. C'est la forme idéale pour une répartition uniforme de l'air. S'ils étaient carrés ou triangulaires, l'humidité s'accumulerait dans les coins, ce qui pourrait les briser aussi. De plus, toute l'eau est asséchée grâce à ces trous. Les hublots sont faits de triple vitrage. Le verre extérieur encaisse la pression. Celui du milieu fonctionne comme un fusible. La troisième couche protège la deuxième des passagers qui aiment la toucher. Techniquement, l'avion pourrait voler avec une seule couche, mais ce serait dangereux. Une protection supplémentaire existe pour les roues. Elles subissent des charges énormes pendant l'atterrissage. Mais ne t'inquiète pas, elles n'éclateront pas. Les pneus peuvent résister à une pression 5 à 7 fois supérieure à celle qu'ils subissent réellement. Tu vois le panneau « Toilette » sur la porte ? Il y a un loquet secret en dessous. Les membres de l'équipage peuvent déverrouiller la porte de l'extérieur. Donc, ne t'attends pas à une intimité totale. Bien sûr, il est interdit aux autres passagers de le faire, mais le personnel de cabine peut l'ouvrir en cas d'urgence. Lorsque les agents de bord passent dans la cabine pendant le vol, ils touchent toujours les compartiments supérieurs au-dessus des sièges.
Il ne vérifie pas s'ils sont bien fermés. Le long des compartiments, il y a des poignées en forme d'arêtes dentelées. Les hôtesses de l'air s'y accrochent pour ne pas tomber. C'est plutôt pratique, surtout pour ceux qui n'aiment pas toucher les sièges des passagers assis en allant aux toilettes. Il y a une raison importante pour laquelle les turbines sont situées sous les ailes. Auparavant, on les plaçait au niveau de la queue de l'avion pour améliorer l'aérodynamisme du vol. Si l'un des moteurs cessait de fonctionner, la cabine ne tremblait pas pour autant. Car oui, les avions peuvent voler avec un seul moteur. De plus, les ailes étaient plus fines grâce aux turbines situées au niveau de la queue, ce qui était également meilleur pour l'aérodynamisme. Mais il s'est avéré qu'un tel emplacement entraînait des coûts supplémentaires. Le moteur dans la queue était peu pratique à entretenir. Il était en hauteur, si bien qu'il fallait un équipement spécial et plus de temps pour l'entretenir. Et bien sûr, cela affectait le prix du billet. On a donc commencé à installer les turbines sous les ailes pour économiser de l'argent et du temps. As-tu déjà remarqué une lumière clignotante dans la cabine avant le décollage ? Cela se produit lorsque le pilote déconnecte l'avion du réseau électrique de l'aéroport et passe au réseau embarqué. Cette transition rapide peut provoquer des clignotements. Un mécanicien de l'Illinois a été appelé pour remorquer un véhicule accidenté. En s'approchant de la Ford Ranger renversée, il a soudain été frappé par l'inspiration. La plupart des gens n'y auraient vu qu'une voiture accidentée, mais cet homme a vu un tout nouveau type de véhicule. Il a pris 2 pick-up, une Ford Ranger et une Ford 150, puis il a passé 6 mois à travailler sur un nouveau véhicule étrange. Avec les 2 voitures combinées, il a créé l'illusion qu'il n'y en avait qu'une seule. Avec suffisamment de place pour les passagers, il est même légalement autorisé à rouler sur la route. Et avec les 4 roues du dessus qui tournent de façon coordonnée avec celles de la route. Il crée la confusion partout où il roule. Et même parfaitement garé, son engin a l'air bizarre. De nombreuses entreprises agroalimentaires essayent de transmettre à leurs clients potentiels l'importance de manger des légumes verts. Une société anglaise appelée Birdseye est passée au niveau supérieur. Ils ont construit une voiture en forme de petit pois pour promouvoir leurs produits. Elle a été construite sur le châssis d'un kart tout-terrain et comporte de nombreuses pièces provenant d'une coccinelle Volkswagen. Elle a beau ressembler à un jouet, mais c'est bien un vrai véhicule. Équipé d'un petit moteur Honda, ce petit pois vert vrombissant peut même atteindre les 100 km/h. Malheureusement, tu ne le verras nulle part sur la route, car son seul but était de faire de la pub. Mais il a gagné beaucoup de notoriété. Et selon la rumeur, beaucoup de gens auraient même demandé comment on pouvait acheter ce véhicule bizarre. En 1964, une petite Jeep légère appelée Mini Moke a été conçue aux États-Unis. Elle a été proposée à la Grande-Bretagne avec l'idée qu'elle conviendrait à sa géographie. Mais la voiture a été rejetée à cause de sa faible garde au sol. Et les portes latérales ouvertes n'étaient pas tout à fait adaptées au climat anglais. Elle a ensuite été proposée au climat plus chaud du Portugal et de l'Australie. L'idée était qu'elle pourrait être utilisée pour le tourisme et qu'elle pourrait être un moyen facile de se déplacer. Mais sans aucune autre utilisation pour des activités amusantes, elle a perdu en popularité. Pourtant, avec l'introduction des moteurs électriques, elle fait un retour en force. Et ce n'est pas une surprise. La garde au sol est maintenant plus élevée, les sièges sont plus confortables et le prix est aussi très abordable. La voiture coûte environ 21 000 $. Au début du XXe siècle, les voitures ont commencé à régner sur les rues. Certaines d'entre elles fonctionnaient à la vapeur, mais c'était beaucoup trop bruyant. Il y avait même des véhicules électriques. Mais comme ils ne pouvaient pas être alimentés en dehors des villes, ils n'ont pas réussi à s'imposer. Mais il existait un autre modèle, encore plus incongru. Au début des années 1920, la Layat Helica a été inventée. On l'appelait aussi l'avion sans ailes. Dans cette voiture, le conducteur était assis à l'avant et un passager était assis derrière. La carrosserie aérodynamique de la Layat Helica est structurée de la même façon qu'un avion. Elle était principalement faite de contreplaqué, avec une grande hélice à l'avant pour tracter la voiture. Le concepteur pensait que tout le poids des pièces normales de la voiture ajoutait un poids inutile. À l'époque, l'acier était très important pour d'autres utilisations, et un cadre léger était la solution. Pesant environ 250 kg, ce véhicule pouvait atteindre une vitesse de 170 km/h. Tout cela semble fantastique, mais il y avait un sérieux inconvénient. La voiture était incroyablement bruyante et pour protéger leurs oreilles, les gens devaient porter des casques similaires à ceux qu'ils portaient dans un avion. Ce n'était donc pas le meilleur choix pour un road trip. Mais étonnamment, 30 exemplaires ont tout de même été vendus.
Avec la pénurie de carburant des années 1940, les inventeurs ont essayé de trouver d'autres formes de transport. Les véhicules électriques ont été réexaminés après avoir été laissés sur la planche à dessin pendant les 30 années précédentes. Ainsi, une toute nouvelle voiture électrique, l'œuf électrique, a été conçue en 1938, puis construite en 1942. C'était un véhicule en forme d'œuf à 3 roues, avec de la place pour un seul passager. Cet œuf sur roue était alimenté par une batterie. Une charge complète était suffisante pour que ce petit œuf puisse parcourir jusqu'à 100 km. Il pouvait rouler sur les routes à sa vitesse maximale de 70 km/h. Cette minuscule voiture était aussi très légère, ne pesant que 350 kg environ. Avec une telle voiture aujourd'hui, tu pourrais te glisser dans n'importe quelle place de parking. Bonus, il n'y avait aucun angle mort dans cette voiture, avec une vue à 260 degrés. Mais malheureusement, elle n'a pas eu le succès escompté, et un seul exemplaire a été fabriqué. L'ingénierie allemande a toujours été à la pointe de l'industrie automobile. Et un modèle en particulier, l'Amphicar, l'a fait passer à un tout autre niveau. Cette voiture pouvait aussi être conduite sur l'eau. Elle pouvait fonctionner comme un bateau. Avec des roues légèrement plus basses que la normale, elle roulait à des vitesses modestes sur la route. Mais une fois sur l'eau, les roues avant fonctionnaient comme des gouvernails. Elle pouvait naviguer à une vitesse allant jusqu'à 7 nœuds. Les concepteurs étaient conscients que ce n'était pas le meilleur bateau ou la meilleure voiture. Ils l'ont donc annoncé comme le meilleur bateau pouvant être conduit sur une route et la meilleure voiture pour naviguer sur l'eau. En réalité, elle faisait plutôt bien le travail en tant que bateau. Beaucoup de gens ont été surpris qu'il n'y ait pas de fuite, même si elle était laissée à quai pendant plusieurs heures. Elle a gagné en popularité et près de 4000 exemplaires ont été vendus dans les années 1960. Elle a même inspiré plusieurs autres modèles de voitures-bateaux dans l'industrie automobile. As-tu déjà voulu louer une limousine? Et si ta limousine était croisée avec un avion? Un homme a décidé qu'il voulait combiner son amour pour le Boeing 727 avec la possibilité de le conduire sur la route. Tout d'abord, il a trouvé un avion. Ensuite, il a retiré les ailes et la queue et a fusionné le corps de l'avion avec un bus Mercedes-Benz. C'est donc en quelque sorte un bus ordinaire déguisé en avion. D'une longueur de 16 mètres, il est devenu la plus grande limousine du monde. Il y a assez de place pour 40 personnes, mais il peut quand même rouler jusqu'à 200 km/h. Le cockpit est en grande partie préservé, mais pour des raisons évidentes, un volant a été remplacé pour conduire la limousine. L'escalier pliant d'origine fonctionne toujours, ce qui permet d'accueillir les passagers lorsqu'ils montent dans la limousine Boeing. Étonnamment, cette limousine de 11 tonnes est autorisée à être conduite sur la route et tu peux même la louer. Au début du XXe siècle, les moteurs des voitures sont devenus beaucoup plus efficaces. Et la disponibilité de l'essence à des prix abordables a permis aux automobiles de prendre un véritable essor. En 1927, les concepteurs de voitures ont inventé quelque chose de vraiment chic. Voici la Bugatti Royale. C'était la voiture la plus luxueuse jamais fabriquée. Mesurant 6 mètres de long et pesant 3 tonnes, soit presque 2 fois le poids moyen d'une berline moderne. Cependant, à l'époque de sa création, les économies du monde entier étaient en déclin, et cette somptueuse voiture n'a malheureusement pas été un succès. Même la royauté d'Europe n'était pas intéressée par un achat aussi extravagant. Il avait été prévu d'en fabriquer 25, mais comme l'intérêt est retombé, seuls 3 ont été vendus. La ligne de production s'est arrêtée avec seulement 7 produits achevés. La conception du moteur était basée sur un moteur d'avion français, le plus grand jamais construit. Mais après l'échec de la Bugatti Royale, les moteurs restants ont été réutilisés pour de nouveaux wagons à grande vitesse destinés au système ferroviaire français. En 1930, un inventeur, John Archibald Purves, a créé quelque chose qui, selon lui, deviendrait le véhicule à grande vitesse du futur. Il s'est inspiré des dessins réalisés par Léonard de Vinci. John a senti que le brillant savant avait trouvé quelque chose. Il a donc créé la Dynasphère, un véhicule monoroue qui fonctionne à l'électricité. Cette roue singulière de 3 mètres de haut, faite de fer treillis et recouverte de cuir, pesait environ 450 kg. Le siège du conducteur et le moteur étaient reliés et montés sur des roues. Au début, la direction n'était possible que lorsque le conducteur se penchait d'un côté ou de l'autre. Mais plus tard, un volant a été mis en place pour faciliter les choses. Elle pouvait atteindre une vitesse de 50 km/h et a suscité un certain intérêt en tant qu'activité amusante pour la plage. Une version modifiée avec 8 sièges a également été fabriquée.
Malheureusement, la vision du concepteur de roues géantes couvrant les autoroutes à la place des voitures n'est pas devenue réalité. Probablement parce qu'il n'avait pas trouvé le moyen de l'empêcher de faire autre chose que de se heurter aux obstacles. Cela paraît étrange qu'un avion commercial n'ait pas de clé pour activer le contact, hein? Mais le processus est un peu plus compliqué que de simplement tourner une clé, tu sais. Au lieu de cela, il y a toute une série de boutons et de cadrans sur le tableau de commande qui activent des processus sophistiqués. Une batterie chargée par un petit générateur électrique situé dans la queue du jet fournit l'énergie à l'avion. Le flux d'air entre et se déplace dans les moteurs du jet pour les garder au frais. Une puissance de réserve réchauffe ensuite les turbines en les faisant tourner lentement jusqu'à ce qu'elles commencent à s'activer au bon rythme. Ensuite, les moteurs peuvent être allumés un par un. Avec parfois 4 moteurs sur un avion commercial, ce processus complet peut prendre jusqu'à 90 minutes. Les avions n'ont pas non plus de clé pour verrouiller leurs portes. Mais lorsqu'ils sont stationnés, les jets sont surveillés en permanence par des agents de sécurité. Et même si quelqu'un parvenait à les déjouer, il ne pourrait pas s'enfuir rapidement. Lorsque l'on entre dans l'avion, le capitaine surveille de près le processus d'embarquement. Il est non seulement aux commandes du poste de pilotage, mais aussi de la cabine des passagers. Pour devenir pilote commercial, il faut avoir une vision de loin d'au moins 20 sur 20. Mais selon les compagnies aériennes, il est parfois acceptable que les pilotes se fassent un peu aider par des lunettes. Ok, il est temps de trouver une place dans l'avion. Tu t'es déjà enregistré en retard par le passé, et tu as déjà vécu cette expérience désagréable de ne pas pouvoir embarquer sur ton vol. En effet, les compagnies aériennes font exprès de surbooker leur vol, au cas où il y aurait des défections ou des annulations. Cette fois, tu n'as donc pas pu choisir ton siège. Tu passes devant les sièges avant avec jalousie. Ce sont les sièges qui sont toujours pris beaucoup plus rapidement, car tout le monde veut quitter l'avion le plus vite possible après son atterrissage. Mais si tu préfères la sécurité à un départ rapide, sache que c'est à l'arrière qu'il faut s'installer. On estime que la sécurité est de 40% plus élevée à l'arrière de l'avion. Peut-être que tu préfères prendre la voiture plutôt que l'avion. Les chances que quelque chose de dangereux arrive à un avion pendant un vol sont de 1 sur 11 millions. À titre de comparaison, la probabilité d'un accident de voiture est de 1 sur 5000. Tu as été placé à la sortie de secours. Excellent, il y a plus d'espace pour les jambes. Au cours des 30 dernières années, l'espace pour les jambes n'a cessé de diminuer d'année en année, jusqu'à 12 cm sur certaines compagnies aériennes. Non, ce n'est pas toi qui as grandi. C'est juste que plus il y a de passagers, plus la compagnie aérienne gagne de l'argent. Les compagnies ne construisent pas leurs propres avions, mais achètent des avions fabriqués en usine. Ensuite, chaque compagnie aérienne détermine sa propre structure et organisation des sièges. Voilà pourquoi les sièges ne sont pas toujours alignés sur les fenêtres. Mais ce n'est pas grave, tu as la meilleure place. Même si c'est toujours un peu angoissant d'être assis à côté d'une porte de secours. Que se passe-t-il si l'on y touche accidentellement en dormant et qu'on l'ouvre? Relax. Il est en fait impossible d'ouvrir ces portes en vol. La pression de l'air à l'intérieur exerce une pression sur chaque centimètre carré de la cabine. Sur la porte elle-même, cette pression équivaut à 454 kg de pression. C'est beaucoup. Ainsi, même si tu développais la force d'un Hulk dans ton sommeil, tu ne pourrais toujours pas ouvrir cette porte, car elle est verrouillée par une série de dispositifs électriques et mécaniques. Ces mesures supplémentaires sont importantes parce que si la porte s'ouvrait, la température de l'ensemble de la cabine chuterait rapidement et le changement radical de pression affaiblirait la structure de l'avion. C'est l'heure du décollage et on t'a demandé d'éteindre ton téléphone. Faut-il vraiment le faire? 10% des gens admettent qu'ils ne parviennent pas à éteindre leur téléphone et qu'ils ne le mettaient même pas en mode avion. Les téléphones portables peuvent causer des problèmes, mais ils ne perturbent pas réellement l'électronique comme on pourrait le croire. Mais oui, il existe une réelle inquiétude quant au fait que ton téléphone puisse recevoir des signaux de plusieurs tours au sol, ce qui distrait fortement les pilotes. Alors, facilitons spontanément leur travail en éteignant nos appareils. L'avion a atteint 12 000 mètres. Tes oreilles se sont débouchées et le signal de ceinture de sécurité est éteint. L'hôtesse de l'air marche dans l'allée, les bras tendus vers l'extérieur. Le personnel navigant marche de cette façon pour garder l'équilibre dans un couloir si petit. Ils essayent d'éviter de perturber les passagers, donc ils n'utilisent pas l'appui-tête des sièges. Et en cas de turbulence soudaine, il existe des emplacements spéciaux pour s'agripper sous la soute à bagages si nécessaire. On estime qu'1 demi-million de personnes volent dans le ciel à chaque instant. En ce moment, tu fais donc partie de ce groupe spécial qui représente 0,1% de la population mondiale. Tu regardes par la fenêtre et tu admires les ailes blanches. Les avions sont peints en blanc et dans d'autres couleurs plus claires pour aider à réfléchir le rayonnement solaire. Cela permet d'éviter les dommages causés par le soleil en réduisant la quantité de chaleur reçue par l'avion.
Mais au loin, des nuages sombres s'approchent et l'avion se dirige vers un orage. Puisqu'il est fait de métal, ce doit être un gros conducteur électrique, pas vrai ? Heureusement, les avions à réaction sont équipés d'une coque en aluminium qui conduit parfaitement l'électricité. L'intérieur de la cabine est complètement protégé de la foudre, ce qui protège les systèmes électriques et nous préserve, nous, les mammifères constitués de carbone. L'avion est si parfaitement conçu pour résister aux orages électriques que c'est l'un des endroits les plus sûrs où se trouver. Il n'y a pas eu d'incident majeur dû à un orage depuis les années 1960. Tu as soif et tu sais bien que tu aurais dû apporter ta propre eau. Lorsque les avions atterrissent quelque part, ils remplissent leurs réserves d'eau. La qualité de l'eau dans un avion dépend donc de l'endroit où ils ont recueilli le précieux liquide. De nombreux éléments contribuent à la qualité de l'eau de chaque aéroport. Les citernes à eau, les camions, les chariots et les tuyaux sont tous susceptibles de répondre à des normes différentes. En 2019, une étude sur l'eau des compagnies aériennes a révélé que la plupart d'entre elles ne fournissaient pas d'eau de qualité. La recommandation générale est ainsi de ne boire que de l'eau dans une bouteille scellée et d'éviter même le thé, mais la nourriture est tout à fait correcte. En te rasseyant, tu remarques que la cabine est froide, très froide même, pour être honnête. Elle est intentionnellement réglée à environ 21 degrés Celsius pour une excellente raison. Quand les gens sont susceptibles de s'évanouir, c'est parce qu'ils ne reçoivent pas assez d'oxygène. Et quand il y a de l'air chaud mélangé à une forte pression dans la cabine, l'évanouissement devient plus courant. Alors oui, l'air frais est vraiment utile, mais en attendant, on t'a fourni une couverture pour ton confort. Réchauffé par la couverture, tu remarques que l'air sec qui passe par ton nez déshydrate tes lèvres et tes yeux. Mais ne t'inquiète pas, l'air est totalement sans danger et très propre. 40% de l'air est recyclé et passe par un système de nettoyage complet pour éliminer toute la poussière et les bactéries en suspension dans l'air. Et les 60% restants proviennent de l'extérieur. Mais les niveaux d'humidité dans l'air sont très bas, et c'est pourquoi tu ressens une telle gêne. Il fait maintenant nuit dehors, alors que l'avion commence sa descente vers l'atterrissage et les lumières sont tamisées. Ces lumières éteintes ne sont pas destinées aux pilotes, à l'équipage ou aux personnes présentes à l'aéroport. Non, elles sont pour toi. Si quelque chose ne va pas lors de l'atterrissage dans l'obscurité, il faudra lancer une procédure d'urgence. Les lumières tamisées sont là pour aider tes yeux à s'adapter et pour que tu puisses te diriger plus facilement vers la sortie dans l'obscurité. Mais heureusement, aujourd'hui, ce ne sera pas nécessaire, car ton voyage est arrivé à son terme. Le ciel est-il comme un désert ? Un avion de ligne peut-il aller plus vite que la vitesse du son ? Peut-on réparer un avion avec un morceau de ruban adhésif ? Voyons si tes intuitions sont bonnes dans ce super quiz mythe ou réalité sur les avions. N'oublie pas de noter tes bonnes réponses et de partager ton score dans les commentaires. Alors, en voici une première pour toi. Les avions de ligne sont plus économes en carburant que ta voiture. Vrai ou faux ? Eh bien, c'est vrai. Les vols commerciaux sont plus économes en carburant par personne et par kilomètre que les voitures, et ce depuis plus d'une décennie. Des technologies plus avancées et un plus grand nombre de passagers par avion ont permis de réduire la consommation d'énergie des voyages en avion de près de 74%. Quant aux voitures, la baisse n'a été que de 57%. Ok, qu'est-ce que tu penses de ça ? Il n'y a pas de rangée 13 dans un avion. Maintenant que j'y réfléchis, je n'ai jamais vu de 13A ni aucune lettre à côté de ce numéro sur une carte d'embarquement. Et toi ? C'est vrai, mais seulement en partie. Dans les pays où l'on considère que le nombre 13 porte malheur, il n'existe pas de rangée 13. Mais dans d'autres pays, le numéro manquant sera différent en fonction des superstitions locales. Ouvrir une porte d'avion pendant un vol est un véritable risque pour la sécurité. Cela semble plutôt terrifiant, mais est-ce vrai ? Tu peux te détendre, ce n'est qu'un mythe. D'abord, les portes sont verrouillées, mais même si elles ne l'étaient pas, personne ne pourrait ouvrir la porte d'un avion en vol. C'est physiquement impossible. La pression de la cabine ne le permet pas. Lorsqu'un avion est à son altitude de croisière, il est pressurisé. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur est énorme. En d'autres termes, la pression à l'intérieur de la cabine pousse la porte et empêche son ouverture. Encore mieux, les portes d'avion sont dites portes de type bouchon, ce qui veut dire que le bord intérieur est plus large que le bord extérieur. Ainsi, elles fonctionnent comme le bouchon d'une baignoire, bloquant l'ouverture de manière tout à fait sécurisée. Ta peau est plus sèche dans un avion qu'elle ne le serait au milieu du Sahara. Qu'est-ce que tu en dis ? Si tu penses que c'est vrai, tu as tout à fait raison. La cabine d'un avion est pressurisée et l'humidité y est fixée à 20%. À titre de comparaison, dans le désert du Sahara, l'humidité moyenne de l'air est d'environ 25% et ta peau est habituée à au moins 40% d'humidité. C'est pourquoi tu as le nez et la gorge si secs quand tu prends l'avion. Il y a plusieurs années, quelqu'un a posté une photo sur internet qui est devenue virale en un rien de temps.
Sur cette image, on voyait le technicien d'une compagnie aérienne. Il semblait réparer un avion avec du ruban adhésif en toile. Alors voici la question, cela peut-il être vrai ou s'agissait-il simplement d'un montage? La réponse n'est pas si simple. Il ne s'agissait pas d'un ruban adhésif ordinaire, donc en partie ce fait est un mythe. Mais il s'agissait bien d'une sorte de ruban adhésif, connu sous le nom de speed tape. Il coûte environ 700 $ par rouleau. C'est un ruban adhésif en aluminium que l'on utilise pour de petites réparations temporaires, en attendant de pouvoir faire de vraies réparations. Est-il vrai que les pilotes évitent le triangle des Bermudes? Après tout, il a si mauvaise réputation. Les navires et les avions semblent disparaître en grand nombre dans cette région. Ce n'est évidemment qu'un mythe. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a aucun danger particulier à survoler le triangle des Bermudes, et des avions traversent cette région tous les jours. Les avions volent en général tout seuls, grâce au système de pilotage automatique qui font tout le travail. Mythe ou vérité? Qu'est-ce que tu en penses? C'est un mythe très répandu. De nombreuses personnes pensent que les avions sont dotés de mécanismes complètement automatisés qui leur permettent de se piloter tout seuls. Et les pilotes ne seraient là qu'en renfort. Mais en réalité, voler est bien un travail manuel. Il nécessite une attention constante et un équipage compétent. Il y avait autrefois un avion de ligne qui volait 2 fois plus vite que la vitesse du son. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est complètement tiré par les cheveux? Ce fait n'est absolument pas un mythe. Le Concorde pouvait atteindre une vitesse de 2140 km/h. C'est beaucoup plus rapide que la vitesse du son, qui est d'environ 1234 km/h, soit en effet presque 2 fois plus lent que le Concorde. Tu as sûrement déjà entendu parler de ce fait ahurissant. Les avions videraient leurs toilettes en plein vol. C'est complètement fou. Mais est-ce vrai? Heureusement, il ne s'agit que d'un mythe. Il n'y a pas une once de vérité là-dedans. Les toilettes des avions utilisent un système d'aspiration qui déplace le contenu de la cuvette vers un réservoir spécial. Celui-ci est situé dans la partie arrière de l'avion. Et ce réservoir n'est vidé qu'après l'atterrissage. Ah! Voilà une question épineuse. Un avion qui vole vers l'est atteindrait des vitesses plus élevées. Selon toi, la vitesse dépend-elle vraiment de la direction de l'appareil? Et c'est vrai. Cela est rendu possible par les vents de haute altitude, également connus sous le nom de courant jet. Ils soufflent à une vitesse comprise entre 241 et 482 km/h. Et comme notre planète tourne d'est en ouest, les avions qui se déplacent dans cette direction peuvent utiliser ces vents pour se déplacer plus rapidement. Penses-tu que les pilotes contrôlent le flux d'air afin que les passagers restent détendus, s'assoupissent et en même temps pour économiser du carburant? Il s'agit sans aucun doute d'un mythe. Si tu poses cette question à un pilote, il te répondra que c'est totalement ridicule. La vérité, c'est que la pressurisation détermine le niveau d'oxygène dans la cabine. En voici une autre. La plus grande tour de contrôle de trafic aérien au monde est aussi haute qu'un gratte-ciel. Est-ce que tu penses que c'est vrai ou s'agit-il encore d'un mythe? Je sais, c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Pour atterrir, un avion a besoin des feux de piste et des balises de l'aéroport. Et ils sont sous la responsabilité de la tour de contrôle. Elle gère également la circulation au sol. Pas étonnant que de telles constructions doivent être très hautes. Le nouvel aéroport international de Bangkok, en Thaïlande, possède une tour de 132 mètres de haut. Sa hauteur est à peu près égale à celle d'un immeuble de 40 étages. La construction de cette tour a coûté 18 millions d'euros. J'ai une autre question difficile pour toi. La sensibilité de tes papilles gustatives diminuerait de 30% pendant un vol. Vrai ou faux? C'est vrai. La pression dans la cabine, associée à la sécheresse de l'air, engourdit un peu tes papilles. Mais le plus curieux ici, c'est que cela affecte surtout les saveurs salées et sucrées. Si on te sert quelque chose d'épicé ou d'amer, tu n'auras aucun problème pour le savoir. Les traiteurs des compagnies aériennes essayent de tenir compte de la sensibilité réduite de tes papilles gustatives lorsqu'ils préparent les repas des avions. Ils doivent modifier nos bonnes vieilles recettes afin que tes aliments aient meilleur goût. Dans le cas où la cabine est dépressurisée, ton masque à oxygène est immédiatement disponible et tu peux te détendre et respirer. Tu peux même l'utiliser jusqu'à la fin du vol. J'aimerais bien que ce soit vrai, mais est-ce le cas? Malheureusement, ce n'est qu'un mythe. Les masques à oxygène des passagers fournissent généralement suffisamment d'air pour respirer normalement pendant 10 à 15 minutes. En d'autres termes, il ne s'agit là que d'une solution temporaire. Mais dans la plupart des cas, ce temps est suffisant pour que l'avion descende à 3050 mètres. Et à cette altitude, nous n'avons pas besoin de masque pour respirer. Comme les avions descendent très vite, l'oxygène supplémentaire n'est nécessaire que pendant quelques minutes, tout au plus.
D'ailleurs, les systèmes d'oxygène sont régulièrement testés lors des contrôles de maintenance. De plus, le flux d'oxygène des passagers et des pilotes ne dépend pas de l'électricité. Les masques utilisent des générateurs d'oxygène individuels. Ainsi, même s'il y a un problème d'électricité à bord, l'arrivée d'oxygène ne sera pas coupée. Beaucoup de gens disent que l'avion est le moyen de transport le plus sûr. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est un mythe. L'avion est le deuxième moyen de transport le plus sûr. Des études ont démontré que l'ascenseur est plus sûr que l'avion. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que tu pourras te rendre aux Bahamas. Ok, cette dernière question était une blague. Statistiquement, l'avion est effectivement le moyen le plus sûr de voyager. Alors, combien de bonnes réponses as-tu eu ? Dis-le-moi dans les commentaires ci-dessous. Moi, j'ai fait 8. Pas génial. L'avion était dans les airs depuis à peine 25 secondes quand les pilotes ont remarqué des bruits étranges et des vibrations bizarres. Ils ont pris différentes mesures pour essayer d'améliorer la situation, mais rien n'a fonctionné. Les sursauts du moteur continuaient, et un peu plus d'1 minute après le début du vol, lorsque l'avion a atteint 914 mètres, les deux moteurs sont tombés en panne. D'abord, celui de droite, 2 secondes plus tard, celui de gauche. Les pilotes ont alors décidé de retourner à l'aéroport qu'ils venaient de quitter. En même temps, ils ont essayé de redémarrer les moteurs, mais rien ne semblait fonctionner. Ils ont donc pris la décision de faire descendre l'avion en piqué, puis de le redresser. Cela les aiderait peut-être à gagner un peu de vitesse, mais ils ont vite compris qu'ils n'arriveraient pas jusqu'à l'aéroport. L'avion allait-il s'écraser ? C'est alors que le miracle de Gottrora s'est produit. Le matin précédant le vol avait commencé comme d'habitude. Procédure d'avant-vol régulière. Beau temps, les membres de l'équipage étaient expérimentés. Un commandant de bord danois de 44 ans avec plus de 8000 heures de vol à son actif et un copilote suédois de 34 ans avec 3000 heures. Que pouvait-il donc arriver ? L'avion lui-même était presque neuf. C'était un McDonnell Douglas MD-81 surnommé Dana Viking. Il avait effectué son premier vol le 16 mars 1991. En ce jour fatidique, l'avion était donc en service depuis à peine 9 mois. Il y avait 122 passagers et 7 membres d'équipage à bord. Le vol 751 de Scandinavian Airlines était un vol régulier allant de Stockholm en Suède à Varsovie en Pologne. En chemin, l'avion devait faire une escale à Copenhague, au Danemark. L'avion a décollé à Stockholm conformément à son programme, à 8h47 heure locale. Mais à ce moment-là, le sort des personnes qui se trouvaient à bord était déjà scellé. Tout cela à cause d'une terrible séquence d'événements ayant précédé le départ. Ça avait commencé la veille au soir. L'avion était arrivé à l'aéroport de Stockholm après un vol en provenance de Zurich. Il était 22h09. L'avion avait passé la nuit sur le tarmac de l'embarquement, à l'extérieur. Il faisait froid, les températures avaient chuté à 1 degré Celsius, proche du point de congélation. Ce qui rendait la situation encore plus mauvaise, c'est qu'il restait encore près de 2700 kg de carburant glacé, refroidi pendant le vol, à l'intérieur des réservoirs situés dans les ailes. Si le carburant était si froid, c'est parce que l'avion avait volé à l'altitude de croisière, où la température de l'air à l'extérieur de la cabine varie à cette époque de moins 52 degrés Celsius à moins 62 degrés Celsius. Le vol depuis Zurich avait duré environ 1 heure et 40 minutes. Peu après minuit, un technicien était venu vérifier l'appareil. L'homme avait dû retirer de la neige fondue du train d'atterrissage. Sinon, il n'aurait pas pu l'examiner. Vers 2 heures du matin, au moment de repartir, il avait constaté que du givre recouvrait la partie supérieure des ailes. Au matin, la situation était devenue encore plus grave. Une couche de glace transparente, presque invisible, s'était formée sur le dessus de celle-ci. L'avion devait quitter la porte d'embarquement vers 8h30. 1 heure avant le départ, le mécanicien en charge de l'avion s'était rendu compte qu'un peu de glace recouvrait à présent le dessous des ailes. Il avait décidé de s'assurer qu'il n'y en avait pas également sur le dessus. Il avait grimpé sur une échelle et posé un genou sur l'aile. Puis il s'était penché pour toucher la partie avant de l'aile. Il n'y avait pas de glace, juste de la neige fondue. Le mécanicien avait alors décidé de vérifier que tout allait bien au niveau de l'entrée d'air de l'un des moteurs. Il n'avait rien trouvé là d'anormal. Peu après, le personnel avait utilisé plus de 1000 litres de liquide de dégivrage pour éliminer la glace de l'avion. Le mécanicien avait consulté le commandant de bord et ordonné au personnel de dégivrer également le dessous des ailes. Après tout, il avait vu de la glace à cet endroit.
Mais personne n'avait pensé à revérifier s'il y avait de la glace transparente sur le dessus. Après avoir terminé la procédure, le mécanicien avait dit au commandant de bord « Nous avons fini, le dégivrage est terminé ». Il y avait beaucoup de neige et de glace, mais tout est à présent en ordre. Le commandant de bord l'avait remercié et avait poursuivi les procédures d'avant-vol. L'avion roulait à présent jusqu'à la piste. Les systèmes antigel de ses moteurs étaient allumés et n'indiquaient aucun dysfonctionnement. Mais plusieurs passagers ont affirmé plus tard avoir vu de la glace glisser sur la partie supérieure des ailes pendant que l'avion décollait. Pourtant, l'avion a réussi à quitter le sol et s'est dirigé vers Varsovie comme d'habitude. Mais peu après le décollage, plusieurs morceaux de glace se sont détachés. À pleine vitesse, ils sont venus percuter les turbines des moteurs près de la queue des deux côtés de l'avion, démolissant les pales. Cela a entraîné une surtension en divers endroits. Et ce qui s'est passé ensuite est entré dans l'histoire. Quelque part dans la cabine, le commandant de bord de Scandinavian Airlines, Per Holmberg, qui était à bord en tant que passager, a remarqué que quelque chose n'allait pas. Il a d'abord informé le membre d'équipage assis sur le strapontin arrière que le moteur droit surchauffait. Ils ont ensuite essayé de contacter le commandant et son copilote, sans succès. Le commandant passager s'est alors précipité dans le cockpit et a demandé s'il pouvait aider les pilotes. Le copilote lui a donné la liste de contrôle d'urgence et le commandant lui a demandé de démarrer le groupe électrogène auxiliaire, une petite turbine à gaz située dans la queue de l'avion. Les conseils et l'aide de Holmberg ont été précieux, mais ont-ils suffi à sauver l'avion et les personnes qui se trouvaient à son bord? Lorsque l'avion est sorti de l'épaisse masse de nuages à une altitude de 270 mètres, les pilotes se sont rendus compte qu'ils n'auraient pas assez de temps pour retourner à l'aéroport. Un atterrissage d'urgence était inévitable. Le commandant passager a transmis l'ordre au personnel de cabine qui a commencé à préparer les passagers. Il y avait un vaste champ au nord de là où se trouvait l'avion, mais le commandant savait qu'il n'aurait pas assez de temps pour l'atteindre. Il a donc choisi un champ beaucoup plus petit au milieu d'une zone boisée. Ce n'était pas loin du village de Gottrora, dans l'Uppland, en Suède. L'avion était à peine à 420 mètres au-dessus du sol lorsque le commandant passager a commencé à sortir les volets. À 55 mètres, le commandant a informé Stockholm « Nous nous écrasons au sol ». 7 secondes plus tard, l'avion a heurté plusieurs arbres et a perdu un gros morceau de son aile droite. À ce moment-là, le train d'atterrissage était déjà sorti et la vitesse était de 224 km/h. Quelques instants plus tard, la queue de l'avion a frappé le sol et s'est détachée. L'avion a continué à glisser sur le champ, toujours à grande vitesse. Il a parcouru 110 mètres, son train d'atterrissage principal laissant de grandes traces sur le sol. Peu après, l'appareil a perdu son train d'atterrissage principal et son train avant. Son fuselage s'est brisé en trois. Par miracle, il n'y a pas eu d'incendie. Si tu regardes les photos du crash, à savoir l'avion en morceaux éparpillés un peu partout sur le terrain, il est difficile de croire que les 129 personnes à bord ont survécu. C'est véritablement miraculeux. Mais c'est aussi grâce à la réaction rapide du personnel de bord et aux instructions qu'ils ont données aux passagers. Ils n'ont pas paniqué et ont dit aux gens de se mettre en position de sécurité juste à temps pour éviter le pire. Plus surprenant encore, presque tous les passagers, à l'exception de 4 personnes, ont réussi à sortir de l'avion par leurs propres moyens. Pas étonnant que cet accident ait été surnommé le miracle. L'avion, cependant, n'a pas eu autant de chance. Cet appareil vieux de 9 mois seulement a été tellement endommagé qu'on l'a immédiatement mis hors service. Tout le monde a salué l'intervention des pilotes. C'était un atterrissage incroyablement difficile, surtout à cette vitesse et dans ces conditions si dangereuses. Le commandant de bord lui-même a avoué que peu de pilotes ont ainsi l'occasion de mettre en pratique tout ce qu'ils apprennent pendant leur formation. Du moins, pas à un tel point. Il a dit qu'il était fier de son équipage et soulagé que tout le monde ait survécu. Et il n'a plus jamais piloté d'avion de ligne. Pourquoi les chats aiment-ils lécher les humains? Il y a plusieurs raisons potentielles à cela. Premièrement, ils recueillent des informations biochimiques sur ta peau. Ils peuvent aussi te marquer comme l'une de leurs possessions. Admets-le, cela ressemble totalement à un comportement de chat. Et il se pourrait aussi qu'ils te fassent simplement savoir qu'ils te font confiance. Ou au moins te montrer qu'ils ne te considèrent pas comme une menace ou un rival potentiel. Pourquoi les bananes deviennent-elles plus sucrées en mûrissant? Les fruits ne dispersent pas leurs graines au hasard, ils le font lorsque les animaux les mangent.
À un certain stade, ils augmentent soudainement leur teneur en sucre, ce qui incite les animaux à les manger à ce moment-là. Plus précisément, lorsque leurs graines sont mûres. Les graines mûres ont développé des revêtements spéciaux qui les protègent lorsqu'elles passent dans le système digestif des animaux. Pourquoi notre peau est-elle fripée après avoir passé du temps dans l'eau? Après 5 à 10 minutes dans la baignoire, tu remarqueras que de petites rides se forment sur tes pieds et tes mains. Les scientifiques supposent que cela pourrait être la façon dont notre corps obtient une meilleure adhérence lorsqu'il est immergé dans un environnement glissant. Nos doigts ridés améliorent notre prise sur les objets immergés ou mouillés. De plus, ils canalisent l'eau de façon similaire aux bandes de roulement pour la pluie sur les pneus de voiture. Lorsque tu manges quelque chose de très acide, tu ne le sens pas seulement sur ta langue, parfois tout ton visage semble se contracter pour que tout le monde autour puisse voir que tu passes un mauvais moment. La saveur aigre qui provoque cette réaction est le résultat des ions d'hydrogène que les acides libèrent lorsqu'ils se mélangent à la salive. Au moment où ta bouche détecte ce signe d'un acide, elle t'envoie un message de manière assez spectaculaire pour que tu ne puisses pas l'ignorer. C'est une réponse évolutive qui avait du sens dans les temps anciens, car beaucoup de plantes que nos ancêtres trouvaient dans la nature et qu'ils voulaient ensuite consommer étaient toxiques, surtout les plantes au goût acide. Donc encore aujourd'hui, tes récepteurs gustatifs te mettent en alerte et ton visage se tord de façon incontrôlable lorsque tu goûtes quelque chose comme ça. Une couleur plus claire sur un avion est en fait plus lourde qu'une peinture plus sombre. La couleur blanche nécessite un contenu solide plus élevé que le noir pour obtenir la saturation nécessaire. Or, plus la teneur en solide est élevée, plus la peinture sera lourde. C'est pourquoi la peinture blanche est l'une des plus lourdes. Mais les avions blancs sont plus efficaces que les noirs, bien que cela dépende aussi de la façon dont on définit efficace. La peinture blanche reflète en effet davantage la lumière du soleil que la peinture noire. Les différentes couleurs absorbent différentes longueurs d'onde de la lumière et les objets blancs se réchauffent plus lentement que les objets plus sombres. Cela permet donc à l'avion de ne pas surchauffer. Si ton thé chaud a un goût bizarre quand tu le bois dans une tasse en plastique, ne t'inquiète pas, c'est normal. Tu pourrais imaginer que le thé dissout une partie du plastique, mais ce n'est probablement pas le cas. Le goût que tu perçois n'est pas seulement le résultat de tes papilles gustatives, tous tes sens y contribuent. C'est pourquoi la mousse à la fraise a un goût plus sucré sur une assiette blanche que sur une assiette noire. Et c'est la raison pour laquelle tu as l'impression que les chips sont plus croustillantes lorsque tu entends ces sons spécifiques de haute fréquence en les mangeant. De même, le chocolat chaud a un meilleur goût quand tu le bois dans une tasse orange. Nous sommes en quelque sorte conditionnés à boire du thé chaud dans des tasses en céramique. C'est pourquoi le voir dans une tasse en plastique nous fait inconsciemment nous attendre à du thé de distributeur qui n'aura pas bon goût. Les flamants roses se tiennent souvent sur une patte et une théorie affirme que c'est parce que cela les aide à conserver leur chaleur corporelle. Une preuve en est qu'ils lèvent une patte plus fréquemment dans l'eau que sur Terre. D'autres pensent que c'est ainsi qu'ils économisent de l'énergie et non de la chaleur. Ces oiseaux sont définitivement plus stables sur une patte lorsqu'il s'agit de rester debout pendant de longues périodes. C'est parce qu'ils peuvent verrouiller les tendons et les ligaments de leurs pattes dans une position stable, ce qui signifie que leurs muscles n'ont pas à travailler dur pour rester au même endroit. Et puis ça leur donne un look inimitable. Pourquoi les bruits répétitifs nous agacent-ils autant ? C'est simple, ils attirent constamment notre attention et nous empêchent de nous concentrer sur autre chose. Nous cessons très vite de réagir à certains sons répétitifs comme le tic-tac des horloges. Mais certains sont tout simplement trop énervants, comme un robinet qui goutte. La raison pour laquelle cela nous dérange autant est le manque de contrôle. Si tu sais que tu peux arrêter le bruit quand tu le souhaites, tu ne le trouveras pas aussi pénible. Pourquoi toutes les planètes font-elles des cercles autour du Soleil dans la même direction ? Ce serait génial de revenir 4,6 milliards d'années en arrière. Tu pourrais voir que l'espace n'était pas vide à l'époque, même si notre système solaire n'était pas encore formé. Il y avait un nuage de poussière et de gaz à l'endroit où, aujourd'hui, se trouve notre Soleil et les planètes. Ce nuage était comme une nébuleuse solaire, et il a façonné notre système solaire. De façon simplifiée, une nébuleuse est un énorme nuage de gaz et de poussière qui occupe l'espace entre les étoiles et aide à en former de nouvelles, ainsi que les planètes qui gravitent autour d'elle. Lorsque cette nébuleuse s'est effondrée, son centre est devenu notre Soleil, tandis que le reste de la matière s'est rassemblé et a créé les planètes que nous connaissons aujourd'hui, ainsi que leurs lunes et le reste des corps rocheux comme les astéroïdes. La matière tournait rapidement et le processus ressemblait un peu à de la pâte à pizza s'aplatissant en un disque de plus en plus grand.
Comme le nuage se déplaçait dans une certaine direction au départ, toutes les planètes ont également conservé le même plan orbital. Il faudrait que quelque chose de massif se produise pour modifier l'orbite d'une planète et la forcer à tourner autour du Soleil dans la direction opposée. Pourquoi certaines personnes ont-elles une si belle voix quand elles chantent ? 3 éléments affectent la gamme générale des sons qui sortent de ta bouche. La force de ton diaphragme, la taille de tes plis vocaux et la forme des chambres de tes sinus. Mais rendre le son beau est en grande partie une question de pratique. À un niveau basique, tu entends une note et tu la reproduis avec ta voix. Mais la vraie différence entre être simplement capable de chanter un air et avoir une belle voix est liée aux milliers de petites contractions musculaires qui sont pour la plupart inconscientes. Elles ajustent ton mécanisme musculaire où tu produis ta voix en fonction des émotions que tu ressens en chantant. Comme pour les autres instruments de musique, une plus grande amplitude de doigts peut t'aider à jouer du piano, mais le reste consiste à apprendre ces choses subtiles comme la pression sur les touches et le rythme. Pourquoi les chiens entendent-ils des sons plus aigus que nous ? Les humains entendent des fréquences jusqu'à environ 20 kHz et les chiens jusqu'à 45 kHz. Presque tous les mammifères peuvent entendre des fréquences plus élevées que les autres vertébrés. Les oiseaux entendent jusqu'à 12 kHz et les reptiles, les amphibiens et les poissons jusqu'à 5 kHz. Les mammifères n'ont pas besoin d'entendre des fréquences élevées pour communiquer entre eux, mais pour pouvoir localiser la provenance d'un certain son. La façon particulière d'entendre qu'utilisent les mammifères, le repérage binaural par différence spectrale, fonctionne de telle sorte que notre cerveau compare la gamme de fréquences d'un son lorsqu'il arrive à chaque oreille. La tête fait de l'ombre à une oreille, de sorte que certaines des fréquences sont absorbées, et notre cerveau absorbe davantage les hautes fréquences que les basses. Et plus la tête est petite, moins elle a d'effet sur les sons de basse fréquence. C'est pourquoi l'animal doit être capable d'entendre des fréquences élevées pour entendre un plus large spectre de sons. Une souris doit entendre jusqu'à 90 kHz, et un éléphant se contente de 10. Les chiens ont une tête plus petite que la nôtre, ils se situent donc dans la catégorie intermédiaire. Pourquoi les océans sont-ils salés ? Chimiquement parlant, le sel est du chlorure de sodium. Et le sel de l'océan n'est pas seulement constitué de ces 2 éléments, mais aussi de nombreux autres ions comme le calcium et le magnésium. La plupart d'entre eux commencent comme des roches sur la terre ferme. Certains facteurs comme le vent et la pluie érodent ces roches, ce qui signifie qu'elles les usent progressivement. On peut donc dire que la plupart du sel de l'océan provient de roches. Les minéraux de ces roches sont lessivés dans les ruisseaux et les rivières qui transportent les sels dans l'océan. Environ 85% des ions présents dans l'océan sont du sodium et du chlorure, tandis que le magnésium et le sulfate représentent environ 10%. Et une partie du sel qui se retrouve dans l'océan n'y reste pas. Les animaux en consomment une grande partie. Mais grâce à un apport régulier d'eau de ruissellement provenant de la surface, les niveaux de salinité sont à peu près constants. L'océan tire également son sel d'une autre source, les fluides hydrothermaux. Le magma provenant des profondeurs de la croûte terrestre chauffe les évents des profondeurs. Lorsqu'ils sont suffisamment chauds, ils entraînent des réactions chimiques entre l'eau de mer et tous les minéraux des roches autour des évents. C'est pourquoi chaque partie de l'océan est salée, mais le niveau de salinité dépend de l'endroit où tu te trouves dans le monde. Lorsqu'il fait trop froid dehors, les avions sont souvent retardés ou, dans des cas extrêmes, carrément annulés. Tout d'abord, s'il neige abondamment, cela réduit considérablement la visibilité, ce qui rend le roulage et le décollage dangereux. Pendant un blizzard, le contrôle aérien peut ordonner à l'avion de rester au sol et d'attendre que la tempête se calme. La glace sur la piste est un autre problème. Le train d'atterrissage d'un avion n'a rien à voir avec les roues d'une voiture, et il ne peut pas être équipé de crampons pour éviter qu'il ne dérape. Et même si c'était possible, un avion doit développer une vitesse au sol bien plus élevée qu'une voiture pour décoller avec succès. Si la piste est verglacée, l'avion peut facilement glisser. Cela s'est d'ailleurs déjà produit dans l'histoire. En janvier 2014, l'aéroport JFK de New York a été fermé après qu'un avion a dérapé de la piste et s'est retrouvé dans la neige. Heureusement, personne n'a été blessé, mais le personnel de l'aéroport a dû extraire l'avion de la neige et même la police s'est jointe aux efforts. Même histoire pour l'atterrissage, qui est encore plus délicat dans des conditions de gel, car un avion se trouve dans un environnement beaucoup moins contrôlé et voyage à des vitesses encore plus grandes. De plus, alors qu'un avion sur le point de décoller et qui dérape finira probablement par s'immobiliser dans une zone ouverte,
Celui qui est sur le point d'atterrir pourrait finir par s'écraser sur les infrastructures de l'aéroport. Inutile de dire que c'est beaucoup plus dangereux pour tout le monde. Des conditions météo froides peuvent aussi provoquer la formation de givre et de plaques de glace sur l'avion lui-même. Les avions sont soigneusement conçus et toute altération de leur structure peut causer d'énormes problèmes. Comme le disent les pilotes expérimentés, même une fine croûte de glace sur les ailes d'un avion peut perturber leur conception délicate et détruire la portance. Les avions peuvent cependant être dégivrés. Le personnel de l'aéroport les asperge généralement d'une solution spéciale qui empêche la glace de s'accumuler sur la surface de l'engin. Mais revenons à la piste. Si elle est couverte de glace, tu ne peux pas faire grand-chose. À moins que le soleil ne brille, les chances d'enlever la glace de la chaussée en toute sécurité sont presque nulles. Il y a aussi le risque d'endommager la piste, de faire des nids de poules, ce qui peut entraîner des problèmes de sécurité pour le décollage et l'atterrissage. Imagine que tu passes sur un nid de poule en voiture à pleine vitesse. C'est plutôt désagréable. Et maintenant, multiplie ça par 1000, car un avion est beaucoup plus lourd qu'une voiture. Et n'oublie pas que le train d'atterrissage n'est pas aussi maniable qu'une roue. Le kérosène et le système de pompage peuvent aussi geler si la température est trop basse. Le carburant gèle à moins 40 degrés Celsius, mais cela ne peut se produire qu'au vol avant le décollage. À une altitude de croisière, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 57 degrés Celsius. Mais comme le liquide est à l'intérieur de l'avion et qu'il se consume régulièrement, il y fait beaucoup plus chaud. Au sol, cependant, rien n'empêche le carburant de se transformer en glace. Si cela se produit, aucun décollage n'est possible, évidemment. Il en va de même pour le système de pompage. Même si le carburant est encore liquide, la pompe peut se couvrir de glace et cesser tout simplement de délivrer le carburant dans les réservoirs de l'avion. Dans le pire des cas, elle peut même tomber en panne, ce qui entraîne des réparations importantes et des retards prolongés. Enfin, les équipes au sol doivent faire un gros travail avant le décollage ou l'atterrissage, et ces personnes ne peuvent pas supporter le froid glacial trop longtemps. Ce problème est souvent résolu par le tag teaming. Un groupe de travailleurs part sur le terrain pour faire le travail, tandis que l'autre les attend dans un abri. Au bout d'une vingtaine de minutes, le premier groupe revient se réchauffer et le second reprend le travail là où le premier l'a laissé. Bien que cette méthode soit efficace, elle ralentit quand même beaucoup les opérations, ce qui peut aussi causer des retards. Mais malgré tous les problèmes que le temps glacial peut causer, il est en fait plus bénéfique pour un avion que la chaleur extrême. L'air froid est plus dense que l'air chaud, donc les avions gagnent plus de portance et restent plus sûrs dans les airs. Ils sont aussi plus faciles à contrôler en vol. Les molécules d'air sont plus lentes et plus proches les unes des autres, ce qui crée un flux d'air régulier autour des ailes et du cockpit. À haute altitude, l'air devient naturellement plus fin car les molécules d'air se dispersent et se font plus rares. C'est exactement la raison pour laquelle les avions ne peuvent pas atteindre les couches supérieures de l'atmosphère. Il n'y a tout simplement pas assez d'air pour créer une portance suffisante. La même chose se produit lorsqu'il fait trop chaud au sol. Les molécules d'air deviennent plus rapides et se dispersent, ce qui signifie que les ailes de l'avion n'ont pas autant d'air à pousser pour voler. Pour décoller dans une chaleur extrême, un avion doit se déplacer beaucoup plus rapidement pour générer suffisamment de résistance à l'air et de portance. Mais pour se déplacer plus rapidement, il a besoin que ses moteurs fonctionnent mieux et c'est également impossible lorsqu'il fait trop chaud. Lorsque l'air devient plus fin, la quantité d'oxygène diminue aussi. Et les moteurs à réaction utilisent l'oxygène de l'atmosphère pour la combustion. Lorsqu'ils manquent de cet élément crucial, ils ne peuvent pas convertir suffisamment d'énergie en poussée, ce qui signifie une accélération plus lente et un rendement énergétique globalement moins bon. Le problème est donc que l'avion doit avoir une plus grande distance de piste pour accumuler suffisamment de vitesse et de portance pour décoller. Mais il ne peut pas le faire parce que ses moteurs ne fonctionnent pas au mieux de leur capacité. Cela ne cause généralement pas de problème, mais seulement jusqu'à un certain point. Lorsque la température au niveau du sol atteint environ 49 degrés Celsius, certains vols peuvent être annulés, car il est tout simplement dangereux pour eux d'essayer de décoller. D'autres avions sont plus résistants à la chaleur et plus puissants, mais cela dépend aussi du degré de chaleur. Certains avions doivent même réduire leur poids en retirant une partie de leur carburant, de leur cargaison ou même de leurs passagers lorsqu'il fait trop chaud. Une charge plus légère signifie une meilleure accélération avant le décollage et permet d'éviter les annulations. Mais cela signifie aussi que les avions ne fonctionnent pas au maximum de leur capacité. L'altitude de croisière moyenne d'un avion est d'environ 35 000 pieds, soit presque 10 700 mètres. Techniquement, ils n'ont pas besoin de voler aussi haut, mais cette altitude donne la meilleure vitesse et la meilleure efficacité.
L'air devient plus fin à haute altitude, ce qui signifie moins de résistance au vent, mais moins de portance. Pour la plupart des avions commerciaux, la zone entre 30 000 et 40 000 pieds est la fourchette idéale dans laquelle les deux facteurs s'équilibrent. Tu n'utilises probablement pas un ordinateur portable datant de 1999 et ton ordinateur ne vole pas à une vitesse proche de celle du son. Heureusement, les avions ont une durée de vie beaucoup plus longue que les ordinateurs. Il y a des avions de ligne du début des années 70 qui sont encore en parfait état. Ils ne sont peut-être pas à la pointe en termes de vitesse et d'efficacité énergétique, mais les vieux avions ne sont pas moins sûrs que leurs homologues modernes. Les contrails, ces traînées blanches que les avions laissent souvent derrière eux à haute altitude, sont facilement confondus avec les gaz d'échappement des moteurs, mais la plupart ne sont rien d'autre que de la vapeur d'eau. Pendant un vol, l'humidité de l'air s'accumule dans les moteurs avant d'être évacuée avec les gaz d'échappement. L'air chaud et humide qui sort des moteurs se mélange à l'air frais et sec que l'on trouve à haute altitude, ce qui donne lieu à de longues et fines lignes de vapeur. L'humidité détermine quand les traînées de condensation se forment et combien de temps elles restent visibles. Tu as déjà remarqué ces chiffres au bout de la piste d'atterrissage? Ils servent en fait à montrer aux pilotes dans quelle direction l'avion est orienté. Par exemple, le chiffre 36 correspond à un cap de 360 degrés ou plein nord. En plus des chiffres, les lettres R et L indiquent si la piste la plus proche est à droite ou à gauche. Les lumières au bout des ailes d'un avion sont appelées feux de position ou feux de navigation, et elles sont utilisées pendant les périodes de visibilité réduite. Elles permettent de voir les avions dans l'obscurité et peuvent aussi indiquer aux pilotes la direction dans laquelle l'avion se déplace. Le feu rouge marque l'extrémité de l'aile gauche, tandis que le feu vert se trouve à droite. La troisième lumière est blanche et se trouve sur ou près de la queue. Il peut sembler étrange que le personnel navigant se soucie de savoir si les stores des hublots sont relevés ou baissés. Mais la raison principale est que les yeux des passagers peuvent s'adapter à la lumière extérieure. La plupart du temps, il s'agit simplement de faire monter et descendre les gens rapidement, mais en cas d'urgence, la dernière chose qu'ils veulent, c'est que les gens s'arrêtent pour adapter leur vue avant d'évacuer l'avion. Une ombre est projetée lorsqu'un objet se trouve sur le chemin de la lumière. La lumière se déplace en ligne droite, c'est pourquoi on voit toujours une ombre quand quelque chose se trouve devant une source de lumière. Les oiseaux et les avions ne font pas exception. Ils projettent bien des ombres, seulement nous ne pouvons pas les voir. Plus l'objet est proche d'une source de lumière, plus son ombre est grande et inversement. Si l'objet est éloigné, son ombre rétrécit. Un avion commercial vole à 12 000 mètres d'altitude. À une telle hauteur, tu vois à peine l'avion, et encore moins son ombre. Il est trop loin de la surface de la Terre, son ombre s'est dissipée et est devenue invisible. Il en va de même pour les oiseaux. Mais si un astéroïde géant passait près de la Terre, tu verrais bien son ombre, selon le même principe que celui qui régit les éclipses lunaires et solaires. Une éclipse solaire, c'est quand la Lune se trouve directement entre la Terre et le Soleil, bloquant les rayons de ce dernier. Cela projette une ombre sur certaines parties de la planète. La Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, mais elle est aussi 400 fois plus proche de notre planète que notre étoile. C'est pourquoi toutes deux semblent avoir la même taille dans le ciel. Mais comme la Lune est plus petite, son ombre n'est pas assez grande pour couvrir toute la Terre, et celle-ci n'est donc projetée que sur une zone limitée. La foudre n'est jamais un triangle, une ligne droite ou un cercle. Elle a une forme en zigzag. Il s'agit d'un courant électrique, comme ceux qui font marcher nos machines chez nous, sauf que celui-ci est beaucoup plus puissant. Il emprunte toujours le chemin de moindre résistance. Il y a beaucoup de choses dans l'air, comme des particules de poussière, des gaz et d'autres substances, et c'est ça qui le rend si irrégulier. Disons que tu as un monticule de sable devant toi. Si tu verses de l'eau dessus, elle ne s'écoulera pas vers le bas en ligne droite, mais selon un tracé spécifique, cherchant le meilleur chemin à travers le sable. Eh bien, c'est la même chose avec les éclairs. Il y a en Antarctique des icebergs qui ressemblent à des vagues océaniques géantes figées en mouvement. Mais malgré leur apparence, ils ont été formés sur une durée extrêmement longue. La glace a été soulevée, comprimée et façonnée par les vents et les autres éléments, prenant finalement la forme d'une vague un peu accidentellement. Les Blood Falls, ou cascades de sang, sont visibles en marge d'un glacier d'Antarctique d'où s'écoule une espèce de liquide rouge qui ressemble à du sang. Selon les scientifiques, c'est la présence d'un lac salé à forte teneur en fer sous le glacier qui est à l'origine de ce phénomène. Le point de congélation de l'eau salée étant plus bas que celui de l'eau douce, il en résulte une fonte de la glace et partant, cet écoulement. Mais comme il s'agit du glacier le plus froid de notre planète, l'eau peut couler en permanence sans le faire fondre, et cette couleur rouge est due au fer contenu dans l'eau.
L'Antarctique est le seul continent où l'on ne trouve pas de reptiles. Ils ont le sang froid, ce qui signifie qu'ils dépendent de la chaleur de leur environnement pour se réchauffer et ne peuvent pas survivre dans les régions froides et glacées comme l'Antarctique. Les pingouins peuvent donc se détendre, aucun serpent ou crocodile ne viendra les importuner. Seul un quart du Sahara est constitué de sable. Il y a des montagnes et des oasis, mais la majeure partie du désert est recouverte de gravier. Et ce n'est pas le plus grand désert sur Terre. L'Antarctique est plus vaste. Tout comme les gens, les arbres cessent de pousser arrivés à un certain âge. Les scientifiques pensent que cela pourrait être dû au fait que lorsqu'un arbre vieillit et atteint une certaine hauteur, il a du mal à pomper l'eau du sol et à la faire remonter jusqu'à son sommet, en raison de la gravité. Certains arbres, comme le baobab, commencent à se développer vers l'extérieur plutôt que vers le haut lorsqu'ils atteignent leur taille maximale. Le baobab pousse d'environ 1 cm par an. L'Australie se trouve au-dessus de l'une des plaques tectoniques se déplaçant le plus rapidement au monde, soit 6,3 cm par an vers le nord, ce qui correspond à la vitesse de croissance de nos ongles et de nos cheveux. Si tu as l'impression de perdre ton temps quand tu cherches quelque chose à regarder à la télévision, sache que les scientifiques sont unanimes sur le sujet. Une personne passe environ 1,3 ans à zapper entre les chaînes en quête d'un programme digne d'intérêt. Il est possible de voir des arcs-en-ciel la nuit. C'est un phénomène rare qu'on appelle arc-en-ciel lunaire, et il se produit lorsque la lumière de la Lune est réfléchie et dispersée par l'humidité et les gouttelettes d'eau présentes dans l'atmosphère. Les arcs-en-ciel lunaires surviennent principalement dans les zones où il pleut beaucoup et près des chutes d'eau qui baignent dans la brume. Lorsque tu casses un œuf sur la terre ferme, tu fais parfois quelques saletés, mais à 18 mètres sous l'océan, la pression atmosphérique est 2,8 fois supérieure sur ton œuf. Pour cette raison, il restera en place comme s'il possédait une coquille invisible et ressemblera à une sorte de méduse un peu bizarre. Les étoiles ne scintillent pas vraiment, leur lumière est constante et régulière, mais lorsqu'elles passent dans l'atmosphère de la Terre, elles se heurtent aux particules de l'air, ce qui la déforme. Les différentes couches d'air bougent constamment, ce qui modifie aussi la courbure de la lumière et on a l'impression que les étoiles scintillent. Dans la baie d'Hudson au Canada, la gravité est plus faible que dans d'autres parties de notre planète. Ce n'est pas que les gens y flottent librement comme dans l'espace, mais c'est un peu comme si tu y étais naturellement au régime. Une gravité plus faible entraîne une moindre densité, donc tu pèserais moins là-bas que partout ailleurs. La gravité dépend de la densité de la Terre. Par conséquent, elle est inégale. Lors de la dernière période glaciaire, la baie d'Hudson était recouverte d'un glacier de 3,2 km d'épaisseur. Comme il était très lourd, il poussait sur la roche présente au-dessous de lui. Il y a plus de 20 000 ans, les glaciers ont commencé à fondre, mais la région a gardé la forme que lui avait donnée la glace. Le seul sport jamais pratiqué sur la Lune est le golf. En 1971, un astronaute est allé sur la Lune et a tapé 2 balles de golf, les envoyant voler dans l'atmosphère de faible gravité à la surface de notre satellite. La section Ming de la Grande Muraille de Chine fait environ 8800 km de long. Il te faudrait donc environ 18 mois pour la parcourir à pied. Contrairement à la croyance populaire, on ne peut pas la voir à l'œil nu depuis l'espace. Les homards ne sont pas biologiquement immortels. Ils vieillissent avec le temps, mais produisent aussi une enzyme spéciale capable de réparer leurs cellules. Elles répliquent aussi leur ADN indéfiniment, ce qui leur permet de vivre très longtemps. Si tu te rendais dans la partie la plus profonde de l'océan, tu ressentirais une pression incroyablement forte, plus de 8 tonnes pour 6,5 cm², ce qui serait comme d'avoir 50 avions posés sur la tête. Le Soleil est le plus gros objet que tu puisses trouver dans notre système solaire, mais avec toutes ces planètes rocheuses, ces géantes gazeuses, ces astéroïdes et ces planètes naines, le Soleil représente 99,8% de la masse totale de notre système. Le Soleil est actuellement dans la phase la plus stable de son cycle de vie, mais dans environ 5 milliards d'années, il sera à court d'hydrogène, son carburant. Si nous sommes en mesure d'assister à des couchers de soleil, c'est parce que l'atmosphère de notre planète agit comme un prisme. Les scientifiques appellent cela la diffusion. La distance est la plus grande entre nous et le Soleil au moment de son coucher, ce qui signifie qu'il y a plus de particules et de molécules dans l'air. Elle diffuse une partie de la lumière violette et bleue à courte longueur d'onde dans différentes directions. Ce processus se produit des millions de fois avant que le faisceau de lumière solaire n'atteigne nos yeux. Et c'est à ce moment que nous voyons d'autres couleurs comme l'orange ou le jaune. Les tsunamis peuvent atteindre une vitesse de plus de 800 km/h, ce qui est aussi rapide qu'un avion à réaction. Leur énergie étant stable, ils peuvent se déplacer dans l'océan sans presque rien perdre de leur force jusqu'au rivage. Les poulpes sont parmi les créatures les plus intelligentes de la mer.
Ils s'orientent dans des labyrinthes, résolvent des problèmes et ont une assez bonne mémoire à court terme. Les scientifiques pensent que leur intelligence leur vient de leur vie dynamique. Ils se déplacent rapidement, se cachent dans des endroits inhabituels, colonisent de nouveaux habitats, bougent de manière imprévisible et plongent leurs tentacules dans les crevasses pour trouver de la nourriture. Tout cela est suffisamment stimulant pour que leur cerveau se développe en permanence. Ces célèbres têtes, connues sous le nom de statues Moai sur l'île de Pâques, ont aussi un corps. Ils sont simplement cachés sous la surface. Il y a près de 900 statues Moai sur l'île. Les scientifiques ont découvert que la Nouvelle-Zélande fait partie d'une masse continentale plus grande qui se trouve sous l'eau. 94% du territoire se trouverait sous la surface. On l'appelle Zéalandia et on le considère comme un micro-continent. Peut-être qu'un jour, il sera même le 8e sur la liste. Nous nous souvenons tous d'avoir vu les Apollo Lunar Rover construits sur la Lune pour les missions spatiales des années 70. En plus de transporter les astronautes pour certaines explorations, ils étaient utilisés pour prendre des photos et collecter des échantillons de sol à étudier par les scientifiques. Le véhicule a été conçu par Boeing, la société célèbre pour la construction d'avions, et a coûté environ 38 millions de dollars. Le genre de petite monnaie que l'on trouverait aujourd'hui dans le canapé d'Elon Musk. Dans un avenir lointain, les technologies seront si avancées qu'une voiture régulière pour la Lune se comporterait comme un SUV ordinaire que nous avons aujourd'hui. Elle aurait une allure élégante et pourrait être produite par de célèbres constructeurs automobiles disponibles. Le Lunar Rover utilisait un accélérateur en forme de T pour déplacer la voiture à gauche, à droite, en arrière et en avant. La voiture futuriste pourra être commandée par la voix et nécessitera un contrôle humain minimal. Il est difficile de croire que le premier vaisseau d'atterrissage à arriver sur Mars a été Viking 1, lancé le 20 août 1975. Il est arrivé sur Mars le 19 juin 1976. Mais des décennies plus tard, c'est Curiosity, un engin avec 6 pattes et 6 roues attachées, qui s'est imposé comme le joli robot explorateur. Il a été conçu pour les terrains accidentés. Alors, dans un avenir lointain, un véhicule à propulsion humaine pourrait avoir un design similaire pour les personnes souhaitant admirer le coucher de soleil sur Mars. Pour que les voitures conçues par l'homme puissent fonctionner sur d'autres planètes que la Terre, il faudrait qu'elles soient électriques ou alors qu'elles produisent une quantité illimitée d'énergie. Les véhicules à essence ne fonctionneraient pas dans le vide spatial et certainement pas sur une autre planète que la nôtre. Le véhicule pourrait être alimenté par le soleil puissant et convertir l'énergie pour fonctionner. L'intérieur devrait s'adapter aux conditions extrêmes de la planète puisque l'atmosphère est très fine et irrespirable. Il devrait être très chaud car Mars peut atteindre des températures inférieures à 0. La gravité n'est pas si extrême, mais les fréquentes tempêtes de poussière posent problème. Le véhicule aurait également des roues attachées à des pattes pour pouvoir manœuvrer correctement car le terrain est difficile à parcourir. Mon avis ? Eh bien je pense qu'un intérieur tout cuir avec beaucoup d'espace pour les jambes serait top. Et si on ajoutait un système audio à 12 haut-parleurs avec radio diffusant les meilleurs tubes de la décennie, ça, ce serait un must. Un toit panoramique ? Oh ouais ! Et sans oublier les sièges arrière abattables 60-40 qui te permettront de transporter ton matériel de camping lors de tes escapades du week-end. En attendant, il est toujours possible d'avoir une vue panoramique en verre de l'intérieur dans un projet comme un bus touristique sur Mars. Il y a de nombreux endroits à découvrir, comme la plus haute montagne de notre système solaire et les sommets enneigés du Carbone. La planète rouge pourrait également disposer d'un train express. Il s'agirait d'une de ces cabines de luxe qui t'emmènerait d'un point de repère à un autre, dès que Mars aura été colonisé et bien établi. Le train serait également électrique ou alimenté par une autre source d'énergie. Mars est un endroit où il est possible d'avoir toutes sortes de véhicules puisque les conditions ne sont pas si différentes de celles de la Terre. Il faut juste s'assurer de ne jamais sortir sans casque. Si on concevait un véhicule pour Mercure, il faudrait bien se préparer à la lumière vive du Soleil en ajoutant des visières industrielles et des bandes occultantes autour du verre pour que le Soleil ne nous atteigne pas. Au moins, nous n'aurions pas à nous soucier de la chaleur puisque Mercure n'est pas la planète la plus chaude de notre système solaire. Enfin, les températures peuvent atteindre 427 degrés par une belle journée ensoleillée et descendre à moins 184 degrés la nuit. Le véhicule devrait donc avoir de multiples couches et revêtements pour résister à ces conditions. Et il aurait très probablement des pattes d'araignée pour se déplacer car les roues en caoutchouc fondraient instantanément. Et pour se préserver des dommages, il devrait creuser sous terre pour se cacher du soleil et de l'atmosphère. Tout comme un crabe ou ces araignées qui créent des planchers de trappe. Conduire un véhicule sur Pluton serait un véritable défi, étant donné qu'il s'agit de la planète la plus éloignée du Soleil. Techniquement, Pluton n'est pas une planète, mais sa masse est encore assez importante pour être explorée.
Les températures peuvent y atteindre moins de 104 degrés. Une veste ne suffirait donc pas. Le véhicule aurait besoin d'une super isolation pour garder l'opérateur au chaud. La glace de méthane entoure la Terre et recouvre les montagnes. La gravité est également un problème car elle est très faible, ce qui te ferait flotter dans l'air. La conception d'un véhicule pour Pluton serait délicate. La clé pour qu'il se déplace et ne gèle pas serait la façon dont les pattes bougeraient. Il aurait également des pattes comme celles de Mercure, mais il générerait beaucoup de chaleur pour se réchauffer. Le poids serait suffisant pour maintenir ce véhicule en place. Cependant, on ne peut pas en dire autant de Neptune, la planète la plus venteuse de notre système solaire. Il est impossible de respirer dans son atmosphère, et la pression atmosphérique t'écraserait. Concevoir un véhicule serait un défi, compte tenu des nombreux facteurs externes, et il devrait être pressurisé pour contrer l'atmosphère extérieure. Il lui faudrait également un revêtement spécial pour contrer les températures extrêmes. Et comme Neptune est extrêmement venteuse, il faudrait une sorte d'ancrage pour la maintenir en place. Quelque chose comme une grande foreuse qui sortirait du ventre de la voiture et creuserait sous terre. Elle aurait également des pattes d'araignée pour se déplacer, mais elle se comporterait de la même manière que la marche d'un chameau. De cette façon, elle pourrait maintenir son centre de gravité. Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, avec des températures atteignant 538 degrés. La pression écraserait ton véhicule comme une canette. Il faudrait donc une pression interne adéquate pour l'équilibrer. Cette voiture aurait besoin de toutes les améliorations pour contrer la chaleur. Elle aurait besoin d'un revêtement approprié, sans verre, et même d'une couleur spéciale pour réfléchir la chaleur. Rien ne peut rester au sol trop longtemps. Donc les pattes d'araignée ne fonctionneraient pas vraiment. Elles devraient planer légèrement au-dessus du sol comme si elles flottaient. Saturne, la deuxième plus grande planète de notre système solaire, possède une atmosphère supérieure très venteuse et une gravité très forte. Les anneaux qui l'entourent sont constitués de glace dont la taille peut aller de celle d'un caillou à celle d'un bus scolaire. La pression est si forte que tu serais écrasé à la seconde où tu atteindrais son atmosphère. La conception d'un véhicule serait très difficile et étrange. Il faudrait utiliser les meilleures technologies pour résister aux pressions écrasantes et aux températures extrêmes. Le véhicule devrait être grand et composé de nombreuses couches internes. Comme il y a beaucoup de vent dans la haute atmosphère, le véhicule devrait rester au sol le plus longtemps possible. Les scientifiques ne savent pas vraiment à quoi ressemble la surface. Le véhicule devrait donc être prêt à se déplacer sur des surfaces solides, liquides et tout ce qui se trouve entre les deux. Il aurait besoin de bras mécaniques pour manœuvrer sur les terrains accidentés et de pattes multiples comme un mille-pattes. Ces bras pourraient ramasser des objets et les déplacer si besoin. Le long corps pourrait aussi se détacher et se diviser en petites capsules pour s'échapper rapido. De quoi, on ne sait pas encore. Aucun humain ne pourrait mettre un pied dehors, même s'il portait un équipement de protection. Des robots devraient être déployés pour tester la capacité des corps humains à résister aux conditions. Jupiter a des conditions plus dures que Saturne, la tache rouge étant la zone la plus dangereuse de la planète. Il s'agit d'une zone extrêmement étendue où des tempêtes semblables à des ouragans sévissent depuis des années. Le véhicule ressemblerait à celui de Saturne, mais en plus lourd. Les scientifiques ne savent pas non plus ce qui se passe à la surface, à l'exception de la pression atmosphérique écrasante. Le véhicule ne pourrait pas se déplacer à la surface s'il traversait la tache rouge. Il devrait donc creuser sous terre et se déplacer en dessous. Pour cela, il aura besoin d'une énorme foreuse ainsi que de mini-drones et de véhicules autoguidés qui pourraient être déployés depuis le véhicule principal pour l'aider à creuser et à faire des relevés. Une fois sous terre, il aurait des pattes qui l'aideraient à ramper et un nez de foreuse géant pour creuser davantage. De nombreuses parties du corps pourraient également se détacher en petites nacelles pour passer sur certains terrains et facilement se rattacher par la suite. L'endroit le plus fou où inaugurer un véhicule est le Soleil. Il n'y a pas d'autre moyen de l'imaginer que d'être autogéré. Tout humain à bord n'arriverait même pas à mi-chemin du voyage. Le lancement devrait se faire depuis Mercure dans une installation protectrice à l'abri des températures extrêmes. Le véhicule devrait être fabriqué à partir des meilleures ressources pour résister à la chaleur et aux gaz extrêmes et il ne durerait pas plus de quelques minutes une fois à proximité. Il ressemblerait très probablement à un satellite et flotterait autour de nous pour prendre des images que nous pourrions étudier. Cela coûterait probablement des billions de dollars, mais les résultats en vaudraient la peine, pas vrai ?